Soyez les bienvenus au Grand Orient de France. Cette adresse de bienvenue concerne peut-être celles et ceux qui pour la première fois sont accueillis ici, à l'hôtel Cadet, dans ce temple que nous appelons le temple Arthur Groussier, du nom d'un artisan du progrès social du XIXe siècle. Vous avez été conviés ce soir à une conférence qui s'inscrit dans un cycle plus large qui s'appelle la refondation du pacte social. Et ce soir, nous nous intéressons à un thème très particulier, les atteintes à la dignité. De manière à rentrer plus à fond dans le thème, je propose immédiatement à notre sœur et amie Catherine de prendre la parole pour la présentation. Chère Catherine. Grand maître, Madame la députée, Madame le haut-commissaire à l'enfance qui sera en visio, Monsieur le président du SAMU social et Madame la directrice nationale de la Fédération Solidarité Femmes, Mesdames, Messieurs. Le cycle consacré à la refondation du pacte social procède d'une volonté affirmée d'interroger les enjeux contemporains, des mutations liées à l'intelligence artificielle jusqu'aux réalités de la question sociale. Il revient au Grand Orient de France de prendre part pleinement au débat public et d'oser revisiter certains de ses fondements au regard des évolutions parfois néfastes de la société. La solidarité, l'inclusion, mais aussi les fragilités croissantes de nos démocraties, dont les atteintes à la dignité. C'est dans cet esprit d'exigence et de responsabilité que le Grand Orient de France a choisi de faire de la refondation du pacte social le fil conducteur de son année de réflexion et d'action. La réflexion sur la dignité humaine constitue une des responsabilités fondamentales pour la philosophie de notre temps, parce que ce principe se trouve à la base de la revendication philosophique de tous les droits, de toutes les libertés. Dans nos chartes, la dignité humaine se présente comme un absolu pour la pensée, leur statut comme fondement de l'éthique et du droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, texte de nature juridique de portée internationale, est le point focal de la philosophie des droits de la personne, où la valeur intrinsèque de chaque individu est devenue un principe inaliénable. Les approches de la dignité humaine sont aussi diverses que les cultures, les savoirs et les croyances. Pourtant, par-delà la multiplicité des points de vue, le concept de dignité est devenu un concept central de notre modernité. Il fait partie intégrante aujourd'hui de la compréhension que nous avons de nous-mêmes lorsque nous réclamons d'être reconnus et respectés à travers des droits. Ce concept est omniprésent dans l'espace public, aussi bien dans les débats sur la bioéthique ou sur la fin de vie, que dans les différentes revendications identitaires, culturelles, même religieuses, s'exprimant comme des demandes de reconnaissance. Nos sociétés se trouvent parfois loin d'être toujours conformes aux idéaux que nous affirmons. La dignité doit être envisagée comme fondement de la protection de la personne vulnérable. L'actualité nous donne à voir des situations de trop grandes injustices ou d'inégalités, à partir desquelles surgissent les appels au respect de la dignité, conditions de travail indignes, conditions de logement indignes, discrimination, travail précaire à la limite de l'esclavage, et je n'en citerai pas d'autres. Autant de sujets qui interrogent une nouvelle fois la question sociale. À l'échelle du monde, pauvreté et violence conduisent à des situations dégradantes qui déshumanisent un être humain, donc tous les êtres humains. Lorsque l'homme fait seul l'expérience de la mise en cause de sa dignité, au plus fort de sa vulnérabilité, on se doit de le prémunir contre ces situations qui altèrent le respect dû à soi-même, que mérite chaque personne humaine et l'humanité tout entière. La dignité devient alors le moteur de la promotion de droits nouveaux, émancipateurs, ceux concernant l'avortement, la peine de mort, l'abus de faiblesse dont les femmes sont en ce moment extrêmement victimes, l'antisémitisme, l'homophobie en sont les exemples après des lustres d'humiliation et de mépris. L'éveil des consciences est un long processus de maturation et il faut bon nombre de combats pour se libérer des dictatures morales ou religieuses.
La franc-maçonnerie se réfère souvent à la dimension utopique de ses idéaux. C'est compter sans la préoccupation née du traitement de la question sociale. Jumeler la démarche initiatique et l'engagement citoyen conduit le franc-maçon du Grand Orient de France à prendre sa part dans cette responsabilité de faire en sorte que cela ne se reproduise plus et que l'on ne puisse plus jamais dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, dans de nombreux contextes, les enfants demeurent particulièrement vulnérables, qu'il s'agisse de décisions politiques insuffisamment protectrices, de pratiques institutionnelles inadaptées ou encore de discours qui les réduisent à des objets de gestion plutôt qu'à des sujets de droit. Cette table ronde se propose d'ouvrir un espace de réflexion critique et pluridisciplinaire sur les mécanismes à l'œuvre, les responsabilités des acteurs publics et privés, ainsi que les leviers permettant de remplacer l'enfant au cœur des préoccupations de notre État de droit. À travers les échanges de ce jour, l'objectif est non seulement d'identifier les dérives et les enjeux actuels, mais aussi de dégager des pistes concrètes pour construire des politiques de l'enfance plus justes, plus respectueuses et véritablement protectrices des droits et de la dignité de chacun de ces enfants. Cette préoccupation me conduit en conclusion à rappeler une phrase de l'exposé des motifs de l'ordonnance du 2 février 1945 qui résonne comme une ardente obligation. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Je vous remercie. Chère Catherine, merci pour ces mots de présentation. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, si vous le permettez, je vais vous présenter nos intervenants. Et chers intervenants, vous verrez, c'est toujours particulier d'entendre parler de soi ainsi, en fait, publiquement, mais ça s'avère souvent bien agréable. Je vais commencer par vous, Madame Perrine Goulet. Députée, présidente de la délégation aux droits des enfants. Vous incarnez un engagement constant au service des plus vulnérables. Députée de la Nièvre, vous avez fait de la protection de l'enfance et de l'accompagnement des familles en difficulté un axe majeur de votre action. À l'Assemblée nationale, votre travail législatif et votre écoute attentive du terrain traduisent une volonté sincère d'améliorer les dispositifs sociaux et de porter la voix de celles et ceux qui, trop souvent, peinent à se faire entendre. Monsieur Olivier Roussel, conseiller d'État, président du SAMU social, ancien directeur général du Fonds d'action sociale. Vous avez consacré votre parcours au service de l'État et de l'intérêt général. Par vos responsabilités au sein de l'administration, notamment dans le champ de la protection de l'enfance, vous avez su conjuguer rigueur institutionnelle et sens profond de l'humain. Votre expertise et votre engagement contribuent à éclairer et structurer des politiques publiques essentielles à la cohésion de notre société. Madame Miné Gounbaye, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, votre parcours est marqué par une implication constante auprès des publics les plus fragiles. Par votre engagement sur le terrain, vous avez contribué à promouvoir l'inclusion, l'égalité des droits, la dignité de chacun. Votre action s'inscrit dans une dynamique de solidarité visant à renforcer les liens sociaux et à offrir à chacun la place qui lui revient dans notre société. Je vous présente maintenant Madame Sarah El Haïry, qui n'a pu être des nôtres, mais qui nous a proposé une vidéo que nous pourrons considérer tout à l'heure. Madame Sarah El Haïry est haut-commissaire à l'enfance, ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Issue de la société civile, Sarah El Haïry a rapidement accédé à des responsabilités nationales, mettant au cœur de son action la promotion de l'engagement citoyen, du service civique et de la participation des jeunes à la vie démocratique. Son parcours illustre une volonté constante de rapprocher les institutions des citoyens, en particulier des nouvelles générations, et de valoriser les initiatives associatives comme levier de transformation sociale. Voilà donc pour nos invités. Je vous adresse encore nos remerciements. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir pour échanger sur les atteintes à la dignité humaine. Je propose de démarrer maintenant par vous, Madame Perrine Goulet. Voilà, je vous invite à nous dire quelques mots, à nous proposer votre contribution ici. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation.
Je vais plutôt vous parler, moi, de la dignité des enfants dans notre pays. Pour moi, l'enfant est important parce que par excellence, c'est l'être en devenir. Il porte en lui toute la promesse de l'humanité future. Et s'attaquer à sa dignité, c'est s'attaquer à ce que l'humanité a de plus précieux, sa capacité à se régénérer, à progresser et à s'élever. Quand on parle de dignité humaine, c'est pour chaque personne lui dire qu'il a de la valeur et qu'il mérite le respect. Simplement parce qu'il est un être humain. Cette personne mérite un respect inconditionnel, peu importe son âge, son sexe, son état de santé physique ou mental, sa condition sociale, sa religion ou son origine ethnique. Et un être humain ne doit jamais être traité comme un objet ou un moyen. La franc-maçonnerie, depuis ses origines, a placé au cœur de sa démarche la perfectibilité de l'être humain et la construction d'un monde meilleur. Il serait contradictoire de viser l'édification d'un temple idéal tout en ignorant que des millions d'enfants voient leur dignité piétiner chaque jour dans notre pays. Pendant des siècles, l'enfant n'a pas été reconnu comme un sujet de droit à part entière. Il était une propriété du père, de la famille, de l'État. L'histoire de l'enfance est en grande partie une longue conquête de cette reconnaissance. En France, l'enfant, en tant que sujet de droit universel, débute en 1989 avec la Convention internationale des droits des enfants qui est ratifiée par notre pays. Elle pose, cette Convention internationale des droits des enfants, 4 grands principes. La non-discrimination, l'intérêt supérieur des enfants, le droit de vivre, survivre et se développer, le respect des opinions de l'enfant. Alors, pourquoi, dans notre pays, certains enfants n'auraient pas les mêmes droits qu'un adulte, ni même la même considération ? L'enfant est encore trop souvent perçu comme une extension de ses parents, et non comme un individu à part entière, titulaire de droits qu'il conviendrait de protéger. Mais c'est aussi un peu de la faute des politiques. Alors que, et ma collègue vous en parlera tout à l'heure, le Sénat et l'Assemblée nationale ont une délégation aux droits des femmes depuis plus de 30 ans. Une délégation aux droits des enfants vient juste de voir le jour à l'Assemblée nationale en 2022. Pourquoi cette volonté ? Bien parce qu'il fallait réaffirmer la volonté du législateur de travailler sur les droits des enfants. Cette délégation créée en 2022 sous l'égide de la présidente Yaël Braun-Pivet est une avancée importante pour notre pays. Elle permet de rassembler des élus qui travaillent exclusivement sur les droits des enfants. Elle permet de porter des sujets, d'informer la représentation nationale sur toute question relative aux droits des enfants. Nous menons des cycles d'audition. Récemment, nous avons travaillé sur la protection des mineurs il y a 2 ans. Nous avons en ce moment un cycle sur la prostitution des mineurs, qui est un sujet grandissant dans notre pays. Mais nous travaillons aussi sur les enfants de retour de Syrie, voir comment ils sont pris en charge dans notre pays. C'est important d'accompagner ces enfants. Et tout un tas de sujets qu'il est important de conduire. Et on démontre ainsi que les députés, quand ils sont autour d'un sujet commun comme celui de l'enfance, ils savent travailler ensemble. Et je pense qu'au moment où cette Assemblée nationale, j'allais dire, est un peu agitée, il est, je trouve, important de rappeler que certains thèmes nous réunissent de manière, j'allais dire, tous ensemble, tout le temps. Les dernières missions de la délégation ont travaillé, j'en parlerai un petit peu tout de suite, sur la santé mentale des enfants, la pauvreté des enfants. Nous avons aussi travaillé sur les violences commises sur les enfants, y compris la question de l'imprescriptibilité des crimes sur mineurs qui nous anime à l'heure actuelle. Et puis la prise en charge des enfants en situation de handicap ou encore toutes les notions du discernement. Vous voyez, c'est large, mais ça permet de couvrir tous les champs, j'espère, en tout cas, des enfants, pour faire que le droit des enfants devienne un sujet à part entière de notre pays. Et la délégation aussi a une vocation qui est très importante, c'est écouter la parole des enfants. Trop souvent, les adultes pensent à la place des enfants et n'écoutent pas, parce qu'ils pensent que les enfants n'ont pas la maturité pour dire certaines choses. Pour l'avoir fait plusieurs fois à l'Assemblée nationale, je peux vous assurer qu'écouter les enfants, c'est très pertinent. Ils n'ont pas encore, j'allais dire, la déformation que nous pouvons avoir de se dire c'est pas possible. Et ils posent souvent des sujets et des propositions qui sont simples et réalistes. Et nous avons tout intérêt à entendre cette génération qui monte. Je vous ai tout à l'heure, pour moi, la dignité des enfants dans notre pays n'est pas respectée. Tout d'abord parce que le corps de nos enfants est un véritable champ de bataille. Les violences physiques. Notre pays a, j'allais dire, banalisé les violences éducatives ordinaires pendant trop de temps. Il a fallu attendre
2019, pour qu'un vote à l'Assemblée nationale rappelle qu'on n'éduque pas un enfant par la violence. C'est malheureusement, quand on voit les statistiques encore cette semaine, où on voit que 83% des parents continuent à utiliser les violences physiques pour leurs enfants, on voit qu'il y a encore du chemin à faire pour démontrer qu'un enfant ne s'éduque pas par la violence, mais il s'éduque autrement. Je rappelle également qu'on parle beaucoup, et tout à l'heure vous en parlerez sûrement, des morts d'enfants et des morts de femmes. On a quand même un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents ou de sa famille élargie. Pour moi, c'est intolérable. Et ça prouve à quel point les violences que nous faisons sur nos enfants est un phénomène massif et sous-estimé. Je vous parlerai bien entendu des violences sexuelles. Quand on sait qu'une femme sur 5 et un homme sur 13 déclarent avoir subi des violences sexuelles, regardez autour de vous et dites-vous qu'autour de vous, il y a sûrement des personnes qui ont subi dans leur enfance des violences sexuelles avec tous les impacts qui vont derrière, entre tentatives de suicide, difficultés d'insertion et difficultés dans sa vie de tous les jours. Et à l'heure actuelle, c'est encore 160 000 mineurs qui sont victimes chaque année de violences sexuelles. Et pour 22% d'entre eux, soit près d'un quart des situations, les viols et agressions sexuelles ont commencé avant 5 ans. Il y a un chiffre terrible qui m'a énormément marqué ces dernières semaines. La mission interministérielle pour la protection des femmes a indiqué que l'année dernière, 614 enfants âgés de 0 à 2 ans, des bébés, ont été pris en charge pour des faits d'abus sexuels. C'est intolérable dans un pays comme le nôtre de se dire qu'on peut abuser des enfants qui ont moins de 2 ans et plus largement des enfants tout court. Mais peut-être le pire de toutes ces violences, c'est l'inceste, qui a été mis en lumière par des travaux récents, mais qui touche des centaines de milliers d'enfants dans tous les milieux sociaux. L'inceste détruit le corps, elle détruit aussi l'esprit de l'enfant, mais elle détruit peut-être ce qu'elle a de pire, sa vision de la famille et la manière de se projeter dans l'avenir. Je vous ai dit, toutes ces violences emmènent troubles psychologiques, troubles de la construction, une santé diminuée, une espérance de vie amputée de 20 ans, sans parler de tous ces enfants qui nous quittent prématurément parce qu'ils préfèrent passer par la mort plutôt que de continuer à vivre dans notre pays. Alors bien entendu, nous essayons de porter des mesures pour essayer de lutter contre toutes ces violences. Nous avons rappelé en 2021 qu'une relation entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans était un viol, même s'il est soi-disant consenti, entre guillemets, par un enfant de moins de 15 ans. Je pense que c'est important. Et puis, je vous l'ai dit, on a des réflexions sur la prescription. Aujourd'hui, les violences faites sur enfants se prescrivent par 30 ans après les 18 ans de l'enfant, c'est-à-dire qu'un enfant violé aujourd'hui a jusqu'à ses 48 ans pour dénoncer les faits. Pourquoi 48 ans? Pourquoi pas 50? Et je pense que la question se pose, quand on voit le procès Le Squarnec ces temps-ci, on peut se dire que certaines victimes où on a toutes les preuves seront reconnues victimes et d'autres resteront que des témoins parce qu'elles sont prescrites. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aussi qu'on regarde dans notre société. Doit-on continuer à autoriser que des personnes, parce que le temps a passé, ne puissent pas être redevables de leurs faits et gestes il y a plusieurs dizaines d'années? Bien sûr, il y a aussi toutes les violences psychologiques, ne les oublions pas, les violences verbales. On la néglige peut-être trop souvent. Mais les mots cruels, les humiliations répétées, les dévalorisations permanentes, les comparaisons destructrices entre frères et sœurs laissent des blessures invisibles, moins détectables, mais souvent bien plus durables, avec une image de l'enfant qui est fracturée. Je vous parlerai bien entendu de la négligence et des carences affectives qui atteignent la dignité de l'enfant, là où il devrait être le plus aimé, où il devrait avoir le plus d'attention, et c'est là, je pense, où on nie le plus grandement l'humanité de l'enfant. Emprise, manipulation, fait partie, vous l'avez très justement vu peut-être ces temps-ci, pour moi, de faits qui sont de plus en plus importants. On a aussi tout ce qui est, madame me disait tout à l'heure qu'elle avait participé à tout ce qui était sectaire, et on le voit bien, grandir dans une secte, ça atteint grandement la dignité des enfants. Il faut qu'on arrive à mieux accompagner tous ces enfants qui sont endoctrinés. Alors on parle de secte, mais l'endoctrinement religieux, l'endoctrinement aussi politique, l'endoctrinement idéologique prive les enfants de leur plus grande dignité, celle de leur liberté de penser et du vol de leur identité en construction. Un fléau de notre société, le harcèlement scolaire, j'y reviendrai pas grandement, mais c'est important. Plus de 10 000 affaires de harcèlement dans les établissements primaires et secondaires l'année dernière, et c'est autant de violences pour les enfants qu'ils subissent. Et puis, la dignité humaine des enfants, c'est également s'assurer d'une égalité de traitement de chacun sur l'ensemble du territoire national, en France et en Outre-mer.
Je vous parlerai pauvreté et exclusion, même si mon collègue M. Roussel y reviendra sûrement de manière plus importante, mais un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Quand on vit sous le seuil de pauvreté, eh bien, on ne peut pas manger à sa faim, on ne peut pas vivre forcément dans un logement salubre, on ne peut pas se soigner correctement, on ne peut pas faire du sport, on ne peut pas accéder à la culture. Et donc, quand on va à l'école et qu'on voit ses camarades, ben, on ne sait pas quoi raconter. Et ça, c'est terrible pour un enfant, de ne pas pouvoir échanger sur ce qu'il a pu faire en vacances, ce qu'il a pu faire le week-end, parce qu'il est cantonné à son logement, et puis aussi parce que peut-être il n'a pas mangé ce matin à sa faim, et donc il ne pourra pas suivre correctement l'école. C'est aussi obérer son avenir, et je pense que là, on a aussi des sujets à faire, même si on essaye, il y a une politique de lutte contre la pauvreté qui a été mise en place, notamment on essaye dans les écoles avec des petits déjeuners gratuits, y compris dans les Outre-mer, parce qu'il est important qu'on puisse apporter la nourriture aux enfants. C'est l'un de leurs premiers besoins primaires, et malheureusement dans notre pays, ce besoin primaire n'est pas encore couvert pour tous les enfants. Et puis il y a un défi de notre époque qui m'inquiète fortement, c'est tout ce qui est les atteintes à la dignité numérique. Le cyberharcèlement, un enfant sur 5 déclare en avoir été victime, avec des violences en ligne qui sont décuplées par l'anonymat et la viralité. Des enfants se sont donné la mort, vous le savez, après des campagnes de harcèlement en ligne. Nous ne devons plus tolérer que des enfants meurent parce qu'ils sont victimes de violences sur Internet. Pour moi, c'est inconcevable. On a vraiment besoin d'éduquer nos enfants à cette lutte du numérique. Mais il n'y a pas que ça dans le numérique. Il y a aussi toute l'exposition des enfants à des contenus qui ne sont pas en lien avec leur âge. L'exposition à la pornographie des 9-10 ans, qui est devenue une réalité massive et qui entraîne, j'allais dire, de mauvaises représentations sur le corps, la sexualité et sur les relations, et qui va donc avoir un effet retardateur, ou bien on aura des atteintes entre ados à la dignité de l'un des ados, souvent la jeune fille, parce que le garçon aura regardé la pornographie et se comportera comme il a vu de manière pornographique et attentera la dignité des jeunes femmes. On a un enjeu sur cette partie du corps, de l'exposition à des contenus violents, et on le voit en ce moment, et on en discutait en aparté juste avant, tout ça conduit aussi à une augmentation de la banalisation et l'augmentation de la prostitution des mineurs. Prostitution que vous ne verrez pas dans la rue, mais qui conduit des jeunes à se livrer pour pas grand-chose, à ne plus avoir de vision de leur corps et à perdre toute dignité de leur propre corps. Et puis, dernière exploitation, l'exploitation de l'image des enfants. Combien de parents surexposent leurs enfants pour se donner à eux-mêmes de la valeur, quitte à atteindre la dignité des enfants, des challenges où on ridiculise l'enfant, m'exècre au plus haut point. Je me demande comment on peut en arriver à tourner en ridicule son propre enfant juste pour avoir des likes. Je pense que notre société est malade et c'est une grosse atteinte à la dignité. Voilà pour ce tableau que je ne sais pas forcément, j'allais dire glorieux pour un pays comme le nôtre, le pays des Lumières, mais qui est un tableau qui pour moi est réaliste, où on ne protège pas assez nos enfants. Aujourd'hui, par exemple, une femme qui est victime de violence a droit à une ordonnance de protection. Si l'enfant est victime de violence, mais que sa mère ne l'est pas, il n'a pas cette ordonnance de protection. On a ouvert des droits aux femmes, et c'est très bien, on en avait besoin. On n'a pas ouvert les mêmes droits aux enfants. Il y a un sujet. C'est pour ça que notre délégation est importante, pour essayer de faire bouger ces lignes. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien la parole de l'enfant n'est pas entendue. Dans les côtés justice, par exemple, quand ils sont convoqués parce que leurs parents sont défaillants, on n'entend pas leurs paroles, on ne leur demande pas où ils veulent aller. Souvent, on dit il n'est pas discernant. Donc c'est le juge qui va décider tout seul. Mais qui a décidé de ce discernement? Quel âge est ce discernement? Entre un enfant de 8 ans et un autre enfant de 8 ans, le discernement n'est pas le même, pourtant les deux ne seront pas écoutés. Et comment on veut donner des droits aux enfants si on ne les écoute pas, même en justice? C'est pourquoi il est important pour nous aussi que ces enfants aient droit à un avocat dans toutes les procédures, comme l'ont les adultes. Aujourd'hui, c'est un droit de moins aussi au niveau des enfants. Alors, les évolutions législatives, je vous l'ai dit, ont commencé, mais j'avoue qu'il est très difficile de faire évoluer les choses quand on parle d'enfants. Quand on parle de personnes âgées, quand on parle de femmes, un peu plus maintenant, et heureusement.
Mais faire évoluer les textes sur l'enfance, c'est pas là où vous allez, j'allais dire, vous faire connaître. Ça n'intéresse pas. C'est une vraie difficulté parce que ces enfants, c'est quand même l'avenir de notre pays et pourtant, on ne les entend pas et on ne travaille pas leurs droits. Pourtant, ils ont le droit, comme tous, à grandir dans un environnement sûr. Et c'est pour ça qu'on va renforcer les contrôles d'honorabilité, puisque parmi vous, je pense qu'il y a des parents. Je pense que vous vous demandez aujourd'hui si vous devez continuer à les laisser dans le périscolaire à l'école, compte tenu de ce qu'on a pu entendre ces derniers jours. Et je pense qu'il est important, effectivement, qu'on remette une justice au niveau de nos enfants. Et j'ai une inquiétude pour notre société. Je ne sais pas si Madame la haute commissaire en parlera tout à l'heure, mais la place de l'enfant dans notre société, les espaces No Kids, les trains No Kids, les hôtels Adult Only, et puis tous ces regards que chacune et chacun, quand on est chez le médecin avec une maman qui est avec un enfant en bas âge, l'enfant est un enfant, il hurle, il bouge, et on dit à la maman, vous ne pourriez pas lui donner votre téléphone, s'il vous plaît, pour qu'il arrête de bouger, cet enfant. Notre société n'accepte plus les enfants. C'est dramatique. Parce que l'avenir de notre société, ce sont les enfants. Et on a une société aujourd'hui en France qui ne tolère plus ces enfants, qui continue à accepter les violences qu'ils subissent, qui trouvent même ça banal de frapper ces enfants pour les éduquer, alors que ce sont des êtres humains, comme je vous l'ai dit en introduction. Ils ont droit à la même dignité que celle des adultes, mais dans notre pays, ils ne l'ont pas. Nous avons des défis à relever. Bien entendu, le Parlement y prendra toute sa part, mais toute la société a une part à prendre et un investissement à faire dans ces enfants. Parce que nous devons aussi impliquer et soutenir les parents, parce qu'être parent aujourd'hui, c'est difficile, c'est pas être parent comme on a pu l'être il y a quelques années pour nos propres parents. Le pays est compliqué, le numérique est arrivé, et les enfants sont déboussolés, tout comme les parents. Nous avons à regarder autour de nous, accompagner ces parents qui ont besoin parfois juste d'un mot ou d'être assurés sur leur parentalité. Et puis nous devons lutter contre la pauvreté, c'est un fléau dans notre pays. Trop d'enfants dorment à la rue, vous le savez si vous marchez dans les rues de Paris. Et un pays comme la France, où un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, où on a près de 2000 enfants à la rue qui dorment chaque nuit, pour moi, ce n'est pas un pays qui peut se dire bien que c'est le pays des Lumières. Je terminerai par Victor Hugo, en disant « L'avenir d'une nation se construit dans les salles de classe ». J'aimerais ajouter « et dans la manière dont un pays protège ses enfants ». Je vous remercie. Merci à vous, Madame la députée, Madame Perrine Goulet. Nous nous attendions évidemment à la gravité de vos propos. Pour ce qui est des chiffres que vous avez mentionnés, ils sont certainement pour nous tous totalement insupportables à entendre. Mais certainement que nous y reviendrons, en tout cas sur la question des femmes et des enfants, nous y reviendrons. D'ailleurs, je me permettrai, Madame Minegounbaï, de vous donner la parole maintenant. Bonjour à toutes et tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier le grand maître du Grand Orient de France, M. Bertinotti, pour son invitation, parce que nous permettre de partager avec vous l'état des lieux de la situation des femmes victimes de violences lors d'une table ronde sur la question de la dignité des êtres humains me semble plus qu'à propos. Cela me semble même essentiel, voire urgent. Alors, je vais parler de la dignité des femmes depuis un endroit qui est celui de notre pratique de terrain, la lutte contre les violences faites aux femmes, depuis une fédération féministe spécialisée dans la lutte des violences au sein du couple plus précisément, et qui fêtera l'année prochaine ses 40 années d'existence, qui regroupe 83 associations sur tout le territoire, dont certaines d'entre elles ont plus de 50 ans d'existence, puisque ce sont ces associations historiques qui sont celles qui ont créé ce qu'on appelait à l'époque les premiers refuges pour femmes battues. Je vais donc vous parler depuis une fédération qui œuvre sur le territoire français depuis plus de 50 ans et qui accueille chaque année plus de 80 000 femmes dans ses permanences, plus de 7 000 femmes et leurs enfants dans les centres d'hébergement et qui est composée de plus de 1000 professionnels et une centaine de bénévoles. Mais je vais aussi vous parler depuis les données recueillies au 3919. Le 3919, vous connaissez peut-être, c'est la ligne d'écoute d'information et d'orientation pour les femmes victimes qui a été créée et gérée par notre fédération en 1992 et qui l'année dernière a battu encore un triste record pour la 3e année avec 108 000 femmes qui nous ont appelées.
Alors vous voyez déjà dans mon introduction, je tente de vous démontrer la légitimité de la parole des associations, parce que la première chose que je tiens ici à signifier, c'est que nous sommes au quotidien confrontés à l'invalidité de nos propos, souvent taxés d'exagérés quand on ne dit pas que nos estimations sont erronées. Alors oui, il est vrai que beaucoup de choses ont évolué ces dernières années en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, mais vous allez voir tout au long de mon propos que nous sommes malgré tout face à des injonctions paradoxales et à la fois de vraies inquiétudes. Et pour rappel, quand l'IFOP fait une enquête, elle se base en général sur un échantillon de 1000 personnes. Alors vous voyez, là, je vous ai donné déjà un échantillon de 200 000 femmes et leurs enfants accueillis dans notre réseau. Alors on m'a proposé déjà de faire un état des lieux. Je vais éviter effectivement de donner trop de chiffres, mais plutôt d'essayer de remettre un peu en perspective et en contexte politique. Alors peut-être nationalement rappeler que nous avons bénéficié effectivement il y a quelques années d'une sorte de parenthèse un petit peu enchantée pour la lutte contre les violences faites aux femmes, puisqu'en 2017, le gouvernement a décrété la grande cause du quinquennat comme étant la lutte contre les violences faites aux femmes. Et cela était concomitant à la vague MeToo, dont vous avez évidemment dû entendre parler, cette vague internationale d'où des femmes et des hommes ont pu témoigner, notamment à travers les réseaux sociaux, des violences sexistes et sexuelles qu'ils avaient pu vivre. Suite à cela, on a eu en 2019 le Grenelle des violences conjugales et notre fédération a évidemment été très impliquée dans ce Grenelle puisque nous sommes la fédération historique en matière de lutte des violences au sein du couple et ce Grenelle a été très positif puisqu'il a été suivi de 49 mesures. Certaines étaient déjà plébiscitées depuis très longtemps par nos associations et d'autres étaient effectivement plus innovantes et aujourd'hui se déroulent. Et puis, il y a eu la pandémie en 2020 qui a permis effectivement également au grand public de prendre la mesure de ce que sont les violences au sein du couple, puisque les femmes qui étaient victimes sont restées enfermées avec leur bourreau et n'ont pas pu quitter le domicile. Et donc, un certain nombre d'initiatives ont pu être mises en place pour pouvoir effectivement venir en aide à ces femmes, malgré le fait que beaucoup d'associations ont dû fermer leurs portes. Alors, si je cite ces moments-là de l'histoire récente de notre pays, eh bien, c'est parce que ce sont des moments qui ont été précieux et qui ont été des moments où des avancées indéniables ont été permis, où des moyens supplémentaires, et notamment sur la création des centres d'hébergement, ont pu être mis en place. Je pense que c'est aussi de cette vague-là que nous avons pu obtenir dernièrement l'inscription de l'IVG dans la Constitution ou encore la modification de la loi sur le viol en y introduisant la notion de consentement. Durant toute cette période, ce qu'on a entendu, eh bien, ce sont des femmes, des féministes, des chercheuses, des personnalités qui ont pu effectivement mettre en avant l'ampleur des violences faites aux femmes. Mais il y a un mais, c'est le contexte international et européen dans lequel nous sommes, avec une montée des conservatismes et une internationale des réactionnaires qui est particulièrement préoccupante, qu'elle soit en Europe, avec l'Italie, la Hongrie, par exemple, ou la Pologne il y a encore quelques temps, et puis évidemment aujourd'hui avec cette vague réactionnaire qui nous vient des États-Unis, une idéologie produite par une broligarchie, comme on l'appelle, de haine des femmes et qui se déploie dans les discours politiques, mais également massivement en ligne. Et elle touche malheureusement particulièrement les jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, à travers des coachs de vie qui expliquent comment violer les femmes. Vous avez dû entendre parler de ces groupes où des hommes expliquent comment ils ont pu mettre en place des méthodes pour violer leurs partenaires. Il y a évidemment dans ce contexte international ce que nous on appelle une trumpisation des méthodes, ce sont des chiffres faux, des fake news, et les féministes en font les frais de manière très forte actuellement. Et donc, vous voyez bien, on est assez loin de cette vague positive dont je vous ai parlé, qui a été une parenthèse entre 2017 et 2021. On l'appelle aussi parfois dans notre vocabulaire une forme de backlash. Mais en réalité, ça dit également que la question des droits des femmes, et en particulier la lutte contre les violences faites aux femmes, ne souffre en réalité pas d'un grand consensus national. Il serait faux de dire qu'il y a une concorde nationale autour de la question des violences faites aux femmes, parce que nous, au quotidien, il suffit de gratter un petit peu pour se rendre compte que les choses sont bien plus fragiles, et Simone de Beauvoir, avant nous, l'avait évidemment bien formulé.
Alors, on m'a également demandé, en plus de l'état des lieux, de formuler quelques constats. Alors évidemment, il y en aurait beaucoup, mais dans le temps imparti, j'ai décidé de faire une petite focale sur 3 aspects qui, selon moi, portent atteinte à la dignité des femmes en ce moment. Le premier, ce sera la montée des mouvements masculinistes. Le deuxième sera tourné autour de la fragilisation des corps intermédiaires et notamment des associations. Et le troisième point sur les conséquences de politiques publiques pas suffisamment ambitieuses en matière de lutte contre les violences. Concernant la montée des mouvements masculinistes, alors peut-être pour rappel, ce terme il désigne un mouvement qui prétend défendre les intérêts des hommes au sein d'une société qui serait devenue dangereuse parce que dirigée et dominée par les femmes, où les hommes souffriraient de l'émancipation de ces femmes. C'est un mouvement qui considère que les hommes et les femmes ne sont pas égaux et que ces dernières seraient bien inférieures. Il prétend aussi que les hommes seraient victimes du féminisme qui chercherait à les empêcher d'être de vrais hommes. Une des traductions de ce mouvement masculiniste est le mouvement incel, Involuntary Celibate, ces pauvres hommes qui ne trouvent pas de femmes, car les femmes sont beaucoup trop émancipées aujourd'hui. Entendez qu'ils cherchent des femmes qui puissent encore faire le ménage, procréer et leur préparer à manger. Alors ça pourrait nous faire sourire si ce n'était pas si sérieux et si grave. Pour notre fédération, ce mouvement masculiniste, il est très concret et depuis plus d'1 an. Nous avons déjà par le passé reçu des menaces, mais cette dernière année a particulièrement été ponctuée de ces menaces masculinistes et j'aimerais essayer de vous traduire concrètement en quoi cela a consisté. Eh bien, ce sont des attaques en direction de nos dispositifs dédiés aux femmes. Je vous l'ai dit, nous sommes la fédération dont les associations ont créé les premiers centres d'hébergement pour femmes victimes de violences et nous avons créé en 92 la ligne d'écoute nationale pour les femmes victimes de violences. Donc ce sont bien 2 dispositifs historiques qui ont été construits pour protéger et prendre en charge les femmes victimes partant d'un constat, celui des rapports inégalitaires et de la domination masculine. Alors ces attaques, comment elles se construisent et elles se traduisent pour notre fédération? Eh bien, ce sont par exemple des tentatives de saturation de notre ligne téléphonique. Ce sont des hommes qui s'organisent sur une période assez massive pour effectivement bloquer la ligne. Parce qu'effectivement, si vous appelez la ligne, eh bien, une autre femme derrière ne peut pas aboutir à une écoute. Quand l'appel arrive jusqu'à une écoutante, c'est la délégitimation du travail de nos écoutantes, parfois des insultes. Il faut savoir que le travail de l'écoute sociale, ce sont des salariés qui, souvent 20 à 35 heures par semaine, écoutent des femmes victimes de violences, partager des témoignages qui s'apparentent de plus en plus à des actes de torture ou de barbarie et qui sont effectivement là pour écouter ces femmes-là et qui se prennent effectivement ces salves d'appels d'insultes. C'est aussi des méthodes d'affichage de nos visages sur les réseaux sociaux pour dire combien nous sommes des affreuses féministes qui sommes contre les hommes. Ce sont aussi des attaques antisémites et sexistes en direction d'associations de notre réseau et notamment à Bordeaux dernièrement. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer la porosité des actes en ligne avec les passages à l'acte. Pour mémoire, la France a déjoué en 2024 3 projets d'attentats masculinistes. Cela signifie que d'autres menaces, moins visibles, passent sous les radars et que la police, la justice et plus largement la société ne sont pas encore pleinement prêtes à considérer ce sujet. Le terme d'attentat féministe, ce n'est pas le nôtre, c'est celui du ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est important pour prendre l'ampleur de ce phénomène. Au-delà de ces attaques directes que nous avons effectivement vécues au 39-19, il y a aussi des attaques au Parlement. Il faut savoir qu'il y a quelques années, les mouvements masculinistes, notamment certains mouvements des pères, manifestaient en montant sur les grues. Aujourd'hui, ils sont dans les ministères, ils ont des rendez-vous avec des parlementaires, on a complètement changé d'échelle. L'année dernière, 13 questions au gouvernement ont été déposées, rien que sur le 39-19, pour demander que le 39-19 soit ouvert aux hommes. Alors, je l'ai dit, nous sommes une fédération dont l'objet associatif depuis 50 ans est l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et on nous demande à nous de pouvoir accueillir des hommes victimes. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça viendrait à l'idée de ces parlementaires de demander à Airbus de fabriquer des trains ? Non, parce qu'Airbus ne sait pas le faire. En revanche, à nous, on nous demande d'accueillir un public pour lequel nous ne sommes pas formés.
Et oui, nous ne sommes pas formés parce que ce n'est pas la même prise en charge. Si toutes les violences doivent être condamnées, et c'est ce que fait notre fédération, les violences conjugales faites aux femmes s'inscrivent dans le continuum des violences faites aux femmes et revêtent de ce fait un aspect systémique qui les différencie dans la dimension qu'elles prennent. Alors peut-être qu'une partie d'entre vous, vous vous dites pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée aussi d'entendre les hommes victimes. Alors oui, et nous ne disons pas le contraire, il y a des hommes victimes de violences au sein du couple. On dit simplement que nous ne sommes pas les plus habilités à pouvoir les recevoir, et quand ils appellent par mégarde le 3919, évidemment, on les oriente vers des associations spécialisées, parce que ces associations spécialisées existent en France. Et je rappelle aussi que quand les hommes sont victimes de violences, ils le sont très majoritairement de la part de d'autres hommes. Alors, ces attaques, elles distillent une pensée selon laquelle les dispositifs dédiés aux femmes agiraient contre les hommes. Et c'est faux. Et cette pensée, malheureusement, ces dernières années, se distille tranquillement dans notre société, alors qu'il n'y a pas de symétrie entre les violences faites aux femmes et aux hommes, et donc il ne s'agit pas de minimiser ces faits. Cette démarche, pour nous, s'inscrit dans un projet politique clair, celui du mouvement réactionnaire et conservateur, pour ne pas dire autre chose, qui a une vocation, celui de faire taire les femmes. Cela participe d'un projet de négation des inégalités de genre dans la société et d'une absence de fait de reconnaissance de la dignité des femmes. À la Fédération nationale Solidarité Femmes, on refuse cette symétrisation des violences dans le cadre des violences conjugales, parce que les violences faites aux femmes ne sont pas des événements isolés et des cas individuels, ils sont bien des événements systémiques. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons. La Convention d'Istanbul, ratifiée par la France en 2014, reconnaît explicitement cette dimension systémique. En 2025, les acteurs de la Fédération Solidarité, la FAS, a également fait une enquête. Pour passer à mon second point, je voudrais les citer, la fragilisation des corps intermédiaires, a mené une enquête auprès de son réseau, à savoir 900 organisations adhérentes, dont une partie de nos associations sont également membres, pour mettre en avant la fragilisation des associations. Et cette enquête, elle met en lumière une situation alarmante. Une association sur 2 voit sa situation financière se dégrader, et une association sur 3 est menacée de disparition d'ici la fin de l'année 2025. On compte déjà, et c'est un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps, 12 300 emplois qui ont disparu dans le secteur associatif en 2025. Dans notre seul réseau de la Fédération nationale Solidarité Femmes, ce sont près de 30% de baisse de financement de la part des collectivités qui sont annoncées, et c'est une réforme de la tarification des centres d'hébergement qui risque de mettre en péril grave nos structures déjà les plus fragilisées. Alors si je vous donne ces quelques éléments, c'est parce que nous sommes, nous, convaincus que les corps intermédiaires sont un socle de la démocratie et que c'est un élément fondamental de notre démocratie. Et le troisième point, c'est la question des conséquences des politiques publiques qui ne sont plus suffisamment ambitieuses. Aujourd'hui, nos associations féministes sont en grande difficulté car leurs moyens diminuent alors que de plus en plus de femmes poussent la porte de nos structures. Je vous l'ai dit, c'est la 2e année consécutive que nous avons 108 000 femmes qui appellent le 3919. Quand elles appellent le 3919, nous les orientons vers des associations au plus proche de chez elles, après avoir fait une première écoute et avoir donné des informations sur leurs droits ou pour les aider à identifier ce qu'elles sont en train de vivre. Mais malheureusement, aujourd'hui, une femme peut attendre parfois jusqu'à 4 semaines avant d'avoir un premier rendez-vous. Et je parle bien de territoires qui ne sont pas les territoires les plus reculés des DROM ou de la ruralité, qui, eux, vivent une situation encore bien plus compliquée. Concrètement, ça signifie quoi pour la dignité des femmes ? Eh bien, cela signifie qu'on perd des femmes en cours de route dans leur parcours de sortie des violences. On nous pose la question régulièrement de savoir mais pourquoi les femmes ne partent pas ? Eh bien, les femmes ne partent pas parce que le parcours de la combattante qu'on leur propose est parfois trop compliqué et cela les amène parfois à renoncer à la sortie des violences. Comment est-ce que nous, on le constate ? Eh bien, quand nous n'avons pas de place en centre d'hébergement, grâce au soutien de mécènes, de partenaires privés, nous logeons des femmes en hôtel. Eh bien, une femme qui se retrouve parfois avec ses 2-3 enfants à l'hôtel, dans une chambre de 9 mètres carrés, souvent en ayant dû quitter son domicile en laissant les doudous, l'animal et beaucoup de vêtements des enfants, eh bien, se dit, si c'est pour faire vivre ça à mes enfants, eh bien, je vais retourner et subir les coups. Renoncer à la sortie des violences, c'est pour notre pays autant de risques aussi de féminicide.
C'est aussi le risque de ces enfants qui vivent dans des contextes de violence conjugale, car pour nous, à la FNSF, les enfants sont toujours victimes des violences conjugales, qu'ils soient victimes directes ou indirectes. Et aujourd'hui, on parlait de l'impensé sur les enfants. En termes de prise en charge des enfants victimes de violences conjugales, il n'y a pas, dans le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, un seul item qui concerne la question de la prévention et de la prise en charge des enfants victimes des violences au sein du couple. Mais tout ce travail et toutes ces défections pèsent aussi lourdement sur nos équipes professionnelles qui les accompagnent. Le travail social consiste à trouver des solutions, des réponses adaptées aux femmes, les écouter, les informer, les orienter et les identifier vers les bons dispositifs. Mais quand elles se heurtent à des portes closes partout, les travailleuses sociales perdent le sens de leur travail. Elles ont le sentiment d'être inutiles et aujourd'hui, nous peinons à recruter des travailleuses sociales également. En conclusion, on m'a demandé quelques perspectives. Alors, je pense que la première, c'est que nous sommes ici dans ce que vous avez appelé les chantiers de la République. Eh bien, je crois que les féministes sont particulièrement attachés à ce triptyque liberté, égalité, fraternité. C'est d'ailleurs depuis le plus jeune âge ce que nous voyons sur les frontons de nos mairies. Et donc la première chose que nous préconisons pour lutter contre les violences faites aux femmes, eh bien, c'est de faire de la prévention dès le plus jeune âge. Quand on arrive à des politiques publiques de prise en charge des femmes victimes dans les centres d'hébergement, c'est déjà qu'au début de la politique publique, nous avons échoué quelque chose, puisqu'il faut changer l'homme pour transformer la société. Je sais que c'est votre slogan, eh bien c'est ce que nous préconisons aussi. C'est aussi écouter finalement les associations spécialisées, puisque ce que nous disons parfois est repris 10, 15, 20 ans après. Quand je relis les rapports moraux de nos présidentes successives sur ces 40 ans d'existence, eh bien, il y a des choses qui étaient déjà dites il y a 30 ans. Et donc, si on doit parler économie d'échelle, eh bien, je crois que notre société gagnerait à écouter les associations de terrain et les féministes en particulier, parce que toutes les données scientifiques aujourd'hui, qu'il s'agit d'enquêtes nationales, celles des ministères, mais aussi celles de la Convention d'Istanbul, sont unanimes et objectives la réalité. Je crois aussi qu'il est important qu'on retrouve un discours clair et fort, un discours politique clair et fort, sans ambiguïté et sans faux équilibre, parce qu'il faut cesser d'opposer les publics et cesser de laisser croire qu'il y aurait des publics qu'on prendrait en charge et puis des hommes qu'on laisserait sur le bord de la route. Et évidemment, en dernier point, j'ai envie de dire qu'il faut continuer à soutenir les associations. C'est quand même une des plus belles exceptions françaises et elle est aussi parfois un pare-choc face à la montée des mouvements réactionnaires et d'extrême droite. Alors, pour terminer, juste une question. Chacune et chacun d'entre nous, quand on parle d'un autre pays, pour essayer de mesurer l'état d'une démocratie, en général, nous vient en tête deux éléments: l'état de la presse et l'état des droits des femmes dans un pays. On a un peu tendance à se gargariser et à essayer de regarder ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, parfois en Hongrie ou en Pologne. Mais malheureusement, la question est de savoir si comparaison est raison. Nous sommes la 7e puissance mondiale. Je ne vous ai pas abreuvé de chiffres parce que je trouvais que c'était aussi parfois cacher les choses. Mais la situation dans notre pays des violences faites aux femmes et également des enfants est particulièrement alarmante et nous n'exagérons pas quand nous vous rapportons ces propos. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Mine Gunbay, merci. Merci à double titre d'ailleurs pour les perspectives. Alors on y reviendra aux perspectives, c'est important pour nous d'avoir non pas les pistes de solutions, mais comme vous l'avez dit, des perspectives, ne serait-ce ça, c'est évidemment très intéressant. C'est aussi essentiel pour nous, en fait, Formation des Grands Talents de France, d'avoir cette vision terrain également. La vision effectivement politique est importante, mais également la vision terrain. Et je tiens aussi en fait à vous remercier, mais je pense que nous y reviendrons, la question du masculinisme, notamment de l'imprégnation du masculinisme, notamment la manière dont il joue en défaveur des dispositifs, c'est effectivement une vraie question et peut-être un étonnement de la part de quelques-uns d'entre nous, et merci de l'avoir évoqué, mais je pense que nous y reviendrons. Je vous invite maintenant, chers amis, à visualiser en fait la vidéo que nous propose Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance. Elle n'a pas pu être des nôtres, mais elle nous propose une vidéo que nous allons voir maintenant. Mesdames, Messieurs, très chers grands maîtres, frères, sœurs, en vos grades et qualités,
Intervenir aujourd'hui devant le Grand Orient de France impose, je crois, une exigence particulière. Ici, on ne se contente pas d'un discours politique, on est invité à une réflexion plus profonde, presque à une démonstration, et je vais donc essayer de m'y employer. Parler des atteintes à la dignité humaine, dans le cadre de vos travaux pour refonder le pacte social, n'est pas un exercice de commentaire. C'est un travail de fondation, parce que lorsque la dignité vacille, ce n'est pas seulement l'individu qui est atteint, c'est le lien social lui-même qui se délite. Et c'est au fond la promesse républicaine qui s'érode. Et si je devais formuler une conviction simple, presque radicale, ce serait, en tout cas à mes yeux, celle-ci. La dignité d'une société se mesure d'abord à la manière dont elle traite ses enfants. Emmanuel Kant nous rappelait que l'être humain doit toujours être considéré comme une fin, jamais seulement comme un moyen. Et ce principe est simple, c'est vrai, mais il est redoutablement exigeant, car il nous oblige à regarder notre société telle qu'elle est. Lorsque des enfants sont exposés à la violence, à la pornographie, lorsqu'ils deviennent invisibles dans l'espace public, voire exclus volontairement, lorsqu'ils sont réduits à des objets de consommation ou à des variables d'ajustement de politique publique, alors nous portons une atteinte directe à leur dignité. Et cette atteinte est double. Double d'abord parce qu'elle est immédiate et parce qu'elle concerne leurs conditions présentes. Mais elle est aussi durable parce qu'elle façonne les adultes qu'ils deviendront demain. Une société qui abîme ses enfants, elle abîme bien sûr son avenir. Et ce que nous affrontons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une crise sociale, c'est une crise de la considération. Et elle commence dès l'enfance. Jean-Jacques Rousseau nous enseigne que le pacte social repose sur une volonté commune. Mais cette volonté n'existe que si chacun y trouve pleinement sa place et surtout sa dignité. Et trop souvent, trop souvent, l'enfant y reste en marge de ce pacte. Il en est d'une certaine manière bénéficiaire supposé, mais rarement un sujet pleinement considéré, un sujet de droit. Et pourtant, sa dignité, elle se construit dès les premiers instants de sa vie, dans la qualité de l'accueil, dans la sécurité affective, dans l'attention portée aux premières années, dans cette capacité d'une société à reconnaître l'enfant comme une personne et pas comme un projet. Ricoeur parlait de cette vie bonne avec, pour les autres, des institutions justes. Avec, pour, dans, 3 mots, 3 appuis. Mais comment prétendre construire des institutions justes si elles ne sont pas pensées à hauteur d'enfant? Comment parler d'un pacte social si celui-ci en incarne rien, qui n'incarne l'avenir, n'y trouve pas pleinement leur place? Refonder, ce n'est pas regarder à la marge, c'est changer de regard, c'est assumer une vision politique claire, celle d'une société qui se construit à hauteur d'enfant, non par compassion, mais par exigence démocratique. Car l'enfant n'est pas seulement fragile, il est révélateur. Il révèle nos priorités réelles, il révèle nos angles morts, il révèle aussi notre capacité à penser le long terme. Cette vision n'est pas simplement théorique, elle existe ailleurs. Les pays nordiques comme la Suède ou le Danemark en font, en tout cas de l'enfance, une priorité structurante. Des politiques de soutien à la parentalité fortes, des espaces publics conçus pour accueillir les enfants et les familles, une reconnaissance sociale, des professionnels de la petite enfance, une continuité éducative pensée durant toute la durée de la vie. En Allemagne, la montée en puissance des structures d'accueil et la valorisation des premières années, franchement, ont profondément transformé le rapport des familles à la dignité. Ces modèles nous disent quelque chose d'essentiel. La dignité des enfants ne relève pas du discours, elle relève de l'organisation collective. Alors que faire? Refonder le pacte social suppose des actes concrets. Penser, d'abord, toutes les politiques publiques à hauteur d'enfants, urbanisme, éducation, santé, numérique. Chaque décision devrait pouvoir répondre à une question simple. Est-ce que cela renforce ou affaiblit la dignité des enfants? Ensuite, sécuriser. Sécuriser les parcours de vie dès le plus jeune âge. Parce que la dignité, elle ne peut exister sans sécurité affective, sans sécurité éducative, sans sécurité sociale. Et puis, revaloriser celles et ceux qui prennent soin, les professionnels de la petite enfance, les éducateurs, les familles, car ils sont les premiers artisans de cette dignité. Et enfin, bien sûr, redonner une place visible à l'enfant dans la cité. Une société qui ne voit plus ses enfants est une société qui se détourne en réalité d'elle-même. Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, votre tradition nous enseigne que l'on bâtit dans le temps long,
que quand on taille la pierre avec patience et que l'on élève ensemble un édifice plus juste, refonder le pacte social, c'est exactement cela. Mais c'est aussi faire un choix clair, celui de commencer par les enfants. Car c'est là que tout commence, c'est là que tout se joue, c'est là où tout peut encore être transformé. C'est refuser l'indifférence, c'est refuser que certains grandissent à l'écart, c'est refuser que la dignité soit à géométrie variable. C'est ouvrir le chantier, un chantier où chacun a sa place, un chantier où personne n'est laissé seul, un chantier où l'enfant n'est plus à la marge mais bien au cœur. Car au fond, la dignité n'est pas une idée, c'est une œuvre. Et cette œuvre, elle commence toujours par ceux qui ne peuvent pas encore se défendre seuls. Merci donc à Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance. Nous allons poursuivre. Alors, je vais demander à mes camarades de rallumer peut-être la lumière au fond de la salle. Et nous allons poursuivre avec vous, monsieur Olivier Roussel. Monsieur le grand maître, madame la députée, madame la députée également, madame la directrice générale, j'avoue que j'ai beaucoup souffert en me posant la question que votre grand maître m'a envoyée il y a quelques semaines et qui m'a laissé dans un abîme de perplexité. Les atteintes à la dignité humaine portées aux populations sans abri, si j'ai bien compris le sujet. Alors, la question fondamentale, c'est de savoir si dans la tradition française, si dans notre tradition, même républicaine, les sans-abri avaient une dignité, ou pouvaient avoir une dignité, ou méritaient d'avoir une dignité. Je le dis parce que les débats constitutionnels et les débats sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont écarté la mention de la dignité au profit d'une dignité symbolique, qui est une dignité de méritocratie, d'accès à des dignités, à des pouvoirs, mais jamais la dignité au sens où nous l'entendons. Ce choix a été fait par d'autres dans leur constitution, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, mais ce terme dignité est introuvable. Il est même écarté explicitement par la non-adoption de la Constitution de 1793, puisque les constituants, dans leur tentative, avaient rédigé un article 21 qui fonde le droit à l'existence. La société doit se substituer aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. C'est la dette sacrée, c'est le droit à l'existence. Jusqu'à la rédaction du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ce n'est pas l'option qui prévaut pour les gens sans logement, sans ressources, et qui vivent de la mendicité ou du vagabondage. Pire encore, une loi de 1810 va criminaliser les pauvres errants, les vagabonds et les gens sans ressources. Et il faudra attendre une loi de 1992, monsieur le grand maître, dans laquelle vous avez trempé, arbitré par Pierre Bérégovoy dans un contexte qui n'était pas facile, d'arrêter anti-mendicité par les collectivités. C'est une loi qui met fin à la criminalisation de la pauvreté errante, c'est-à-dire du vagabondage et de la mendicité. Elle aura une conséquence immédiate, c'est la création du SAMU social de Paris, puisque jusque-là, Xavier Emmanuelli, qui était un médecin intervenant dans les rues de Paris, intervenait sans base légale et en quelque sorte en infraction à l'ordre public. Il ne bénéficiait pas à l'époque de la décision du Conseil constitutionnel sur la fraternité. Donc, ce faisant,
Il allait au-devant, il soignait, mais il ne pouvait pas intervenir. La régulation se faisait par l'ordre public, notamment par ce célèbre établissement de Nanterre, qui est l'héritier des dépôts de mendicité. Si vous allez voir la Cité internationale à Villers-Cotterêts, vous verrez que c'était un ancien établissement de Paris où étaient rassemblés les pauvres âgés qui étaient dans des structures fermées que, à son temps, Michel Foucault a stigmatisé et dénoncé. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a donc pas permis que la jurisprudence clarifie le mode d'intervention de l'État, et à tel point que jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel que vous connaissez bien ici de 1994, un droit au logement garanti était hors de portée des jurisprudences. Et même à partir de ce moment, on voit que la jurisprudence hésite entre dignité et ordre. Même le Conseil d'État, dans cet arrêt célèbre commune de Morsan-sur-Orge, prohibe ou justifie l'interdiction d'un arrêté préfectoral qui met fin à un spectacle concernant les prestations d'un nain qui est lancé par un appareil et au nom de l'ordre public, et non pas au nom de la moralité ou au nom de la dignité. La dignité, c'est le regard de la société sur des gens qu'elle ne veut pas voir, et donc c'est l'ordre public qui est la législation qui doit être mise au regard de l'aide au maintien de la dignité. Je rappelle tout ceci parce que, y compris dans des périodes récentes, les lois qui ont été adoptées, qui étaient favorables, ou qui se voulaient favorables au droit au logement, ont toujours été mises en concurrence avec les lois de la République. Donc il n'y a pas un principe absolu de droit à l'existence, il n'y a pas un principe absolu de droit à la dignité, il y a des rivalités entre des législations, ce qui explique que régulièrement les lois de la République ne font pas primer des lois sociales sur des lois d'ordre public. Alors je m'explique sur ce point. La loi Dallot, qui crée un droit au logement opposable du 5 mars 2007, donne effectivement à chacun la possibilité d'accéder au logement social, mais c'est une loi qui n'est pas inconditionnelle. La loi de 2009, qui modifie le Code de l'action sociale et des familles, est une loi qui également pose un principe d'inconditionnalité pour le logement en urgence des publics fragiles, mais à condition de montrer son état de détresse. Et de ce point de vue, les enquêtes qui ont été menées sur les enjeux de la régularisation dans l'hébergement d'urgence montrent que régulièrement est mis au regard de l'urgence à mettre à l'abri des femmes et des enfants dont on a parlé, eh bien, elle se heurte à des principes qui sont la possibilité pour l'administration d'absorber, compte tenu de ces difficultés, le choc des arrivées de nouveaux publics. C'est donc que ce qui pouvait être une obligation de résultat est en fait une obligation simplement de moyens. Alors, ce tableau qui est un peu déprimant de l'évolution de ces législations et des principes qui y président, eh bien, elle n'a pas laissé les gouvernements inertes, puisqu'un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Aujourd'hui, on peut considérer dans le pays qu'il y a environ 200 000 personnes qui sont prises en charge
par tous les mécanismes dits d'urgence sociale, et la création d'une délégation en 2010, d'une délégation interministérielle à l'habitat et à l'accès au logement, a permis, sur le plan territorial, de faire participer l'ensemble des acteurs à des actions qui vont de la santé, de l'alerte, de la mise à l'abri et de maillage avec l'accès au logement social. 200 000 pour probablement 300 000 personnes qui sont en permanence confrontées à des difficultés de logement, puisque le sans-abrisme, ce n'est pas seulement le fait d'être à la rue à Paris ou ailleurs, c'est le fait d'être dans des logements qui sont temporaires, avec l'angoisse du lendemain, y compris pour des femmes et leurs enfants, puisque la pénurie de logements fait que ces logements sont de plus en plus précaires et sont attribués pour des périodes extrêmement brèves. Dans ce contexte de l'Île-de-France, le SAMU social de Paris a développé un certain nombre d'actions qui vont en quelque sorte de l'aller vers, puisque ce sont des termes qui sont des termes validés par les textes, aller vers, écouter, orienter, réguler, soigner et héberger à l'hôtel et accueillir et héberger dans l'urgence. Voilà les 6 grandes missions de cet établissement, en sachant que la délégation interministérielle qui gère ces publics a des crédits qui ont été portés après 2 plans quinquennaux à 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros et donc un effort significatif qui a porté notamment sur l'écoute, la montée en charge de l'écoute et tous les systèmes de mise à l'abri, c'est-à-dire le logement social, l'hôtel ou des structures plus spécialisées en matière médicale. Alors, pour vous donner quelques chiffres, donc, il y a probablement autour de 100 000 personnes qui, chaque jour, sont prises en charge pour la seule région Île-de-France. Pour ce qui concerne l'aller vers, ce sont des maraudes de jour. Il y a 1500, ce sont les chiffres de 2024, il y avait 1528 maraudes de jour qui étaient assurées par le SAMU social de Paris, 20 960 de nuit, avec 4 voitures qui sillonnent Paris tous les soirs, des dispositifs d'écoute, le fameux numéro 115, avec des appels qui vont de 3000 parfois à 7000 appels par jour, avec 7 à 800 décrochés et 250 solutions trouvées chaque jour. Des prestations qui sont assurées par un pôle qui est le pôle habitat, où l'on met à l'abri dans un certain nombre d'établissements des sans-abri qui restent en moyenne 4 ans selon leur situation, parce qu'il existe également des structures médicalisées, les lits d'accueil médicalisés, les lits halte soins santé, les équipes mobiles de lutte contre la tuberculose et les 850 agents de l'établissement sont en permanence sur le pont pour assurer ces missions. Il faut savoir également que l'État commande ou fait gérer par l'établissement 55 000 nuitées par jour à l'hôtel, dans environ 800 hôtels qui sont situés à Paris ou en Île-de-France. Ça veut dire que si vous ajoutez ces 55 000 nuitées avec les autres structures d'accueil, il y a environ 100 000 personnes qui sont prises en charge, et ceci chaque jour, 26 000 familles, 16 000 ménages hébergés et
des problématiques qui ont été évoquées, des problématiques plus particulières d'aide aux femmes, d'aide à la périnatalité et à la natalité, puisque dans les établissements qui sont gérés par le SAMU social de Paris, il y a beaucoup de naissances et il y a beaucoup de décès aussi. Alors, vous me direz, mais quelle perspective, puisque depuis 2017, il y a eu une montée en charge de ces prises en charge qu'on peut estimer à 700 000 personnes, avec 2 plans qui s'appellent « Loger d'abord ». Quelles sont les perspectives et quels sont les problèmes? Alors, les problèmes, ils sont de l'ordre de 4 ou 5, si on veut les regrouper. Le premier, c'est évidemment l'augmentation de la pauvreté dans le pays. Il y a été fait allusion par les oratrices précédentes. Tous les chiffres convergent. Or, l'augmentation des inégalités dans un pays qui a une croissance faible fait que les gains du premier décile, c'est-à-dire des 10% supérieurs, eh bien, sont payés par d'autres. Et ceux qui sont payés par d'autres, ce sont d'abord les salariés précaires, puisque dans les circuits du SAMU social de Paris, il y a beaucoup de salariés qui sont des salariés à faible rémunération qui ne peuvent pas se loger. La deuxième problématique, c'est la problématique de l'insuffisance du logement social dans les régions en tension, et notamment en Île-de-France, puisque les circuits d'ALLO sont saturés, et donc la partie logement d'urgence ne permet pas de sortir du logement d'urgence pour aller vers un logement plus pérenne, ce qui est la dernière étape de la mise en pratique de nos dispositifs. Ensuite, il y a un troisième problème qui est la complexité administrative et la question des revenus minimums ou de l'aide sociale. De ce point de vue, la mise en place d'un RSA qui n'est pas, comme on l'a vu, effet probablement de la non-adoption de la Constitution de 1793, il n'y a pas de revenu universel garanti. Il y a un revenu qui fait l'objet de contrôle. Le Parlement vient d'adopter une loi anti-fraude extrêmement sévère qui va probablement jeter à la rue un certain nombre de personnes compte tenu de contentieux qui font que un tiers des personnes ne demandent pas l'aide sociale, ne demandent pas le RSA pour des raisons de complexité ou de rapport délicat avec les administrations. Le quatrième sujet, c'est la question de la régularisation des étrangers. L'allongement des délais pour obtenir des rendez-vous dans les préfectures est de plus en plus problématique. C'est autour d'1 an. Or, un certain nombre des publics qui sont logés, notamment dans les foyers, dans les hôtels et autres, sont des gens qui ont travaillé ou qui potentiellement peuvent travailler, qui ont une interruption de leurs droits qui est liée à l'absence de traitement de leur dossier, à la suppression des récépissés ou à la multiplication des attestations de prolongation de traitement de ces dossiers. Donc une partie de la population est maintenue dans des systèmes de logement précaires pour des raisons indépendantes de leur statut ou de leur volonté de retrouver dans la société française une place qui leur permettrait de repartir positivement. Alors, ça, ce sont les 4 facteurs structurels qui, effectivement, posent cette difficulté. Le 5e a aussi trait au logement, la difficulté de trouver un logement à Paris, avec des mécanismes ou des freins qui font que la location est devenue hors de portée, y compris pour des salariés qui ont toutes les capacités de payer des loyers. Alors, vous me direz, est-ce que dans ces dispositifs, est-ce
qu'une partie ne peut pas être renvoyée à ces personnes qui décrochent, puisque, après tout, il y a probablement dans le pays environ 10 000 personnes qui sont à la rue de par leur volonté. Mais cette volonté, elle est à l'analyse fragile. D'abord, les problèmes psychiatriques sont très nombreux. Ce sont des gens qui ont décroché après des pertes de repères, des accidents ou des difficultés d'ordre médical. Deuxièmement, une partie d'entre eux sont aussi des gens qui ne peuvent pas se soigner après des maladies lourdes et qui n'arrivent pas à tenir le rythme des rendez-vous et de l'accès à l'hôpital, puisque certains d'entre eux n'ont plus accès à l'hôpital, y compris pour des raisons relationnelles. Et le troisième facteur, c'est que lorsqu'on fait la nuit de la solidarité et qu'on épuise tous les circuits, il reste toujours à Paris 4000 personnes qui sont à la rue. Certains sont des primo-arrivants, certains ne veulent pas quitter la rue parce qu'ils ont eu des expériences de violence dans les institutions, et d'autres avaient fait ce choix à certains moments de liberté, entre guillemets, et ont depuis plongé et sont tombés dans la marginalité, le phénomène du Covid n'ayant pas aidé à régler leur situation. Probablement que tous ces facteurs structurels font que le nombre de personnes qui relèvent des interventions sociales va augmenter dans les mois ou les années qui viennent. Le maire de Paris s'est engagé à créer 4000 places et à éviter qu'un seul enfant dorme dans la rue. La difficulté, c'est que les enfants ont des parents, ils ont en particulier des mères, et que faire sortir un enfant de la rue, c'est aussi faire sortir sa mère, ses frères et sœurs, si possible les pères, mais les pères sont traités à part, et on voit des situations effectivement extrêmement choquantes où des mères qui accouchent voient leur conjoint à la rue avec impossibilité de communiquer avec elles. Je ne m'étends pas sur les conditions, les études qui ont été faites récemment sur la situation des femmes, notamment de ces périodes périnatales, d'accouchement, où effectivement le musée des horreurs fait que la prise en charge et les conditions d'intervention pour ces publics sont extrêmement difficiles, puisque les saturations des hôpitaux en général font que ces publics relèvent de structures particulières. On a parlé des LHSS ou des LAM, où les gens qui ne peuvent pas accéder à l'hôpital sont pris en charge par des structures spécialisées, une direction médicale. Voilà ce qu'est la dignité de la rue. Donc ce n'est pas une dignité voulue comme on le pensait à une époque, puisque la rue, c'était en quelque sorte le déshonneur et la perte et l'accès à l'indignité, mais les analyses les plus sérieuses montrent qu'on ne choisit pas la rue volontairement. Le temps de Jack Kerouac et des pulsions post-68 est bien loin. La rue est violente, la rue est meurtrière, et la rue est surtout loin de la République et loin de ses exigences. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans ce combat qui est probablement un des combats de demain. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Olivier Roussel. Nous allons passer à la deuxième étape de notre conférence, à savoir
la parole en fait qui vous est donnée à vous, auditoire, de manière à pouvoir questionner nos intervenants. Alors en attendant et en écoutant les contributions, en fait vos contributions, merci encore. J'ai envie de croiser en fait quelques-unes de vos contributions et peut-être poser une première question à laquelle vous ne répondrez pas tout de suite. On attendra en fait qu'il y ait d'autres questions, on fera des groupements de 3 questions. La question que je souhaiterais poser, c'est peut-être à la puissance publique, à vous, Madame Perrine Goulet. Est-ce que le constat fait par Madame Miné Gounbaye sur la question du masculinisme et notamment en fait de sa capacité à, malheureusement, jouer en défaveur des dispositifs publics, est-ce que ce constat est le même au sein de la puissance publique? Et s'il est le même, en fait, qu'en est-il en termes d'action? Voilà une première question. Je vous invite en fait à poursuivre, chers amis. Bonsoir à toutes et à tous. Ma question s'adresse à Madame Goulet. Dans un contexte de stratification normative que connaît la protection de l'enfance, je voulais savoir comment justifier une énième évolution législative quand les textes contenus dans les lois précédentes, notamment 2007, 2016 et 2022, ne sont pas appliqués faute de moyens financiers et humains. Voilà. Voilà. J'ai entendu beaucoup de choses, comme tous. On a entendu parler de droit. Mais je rappelle avant tout qu'il y a aussi des devoirs. Et les devoirs existent tant au niveau des enfants qu'au niveau des parents, qu'au niveau de l'État, etc., etc. Je crois qu'il serait important, je dirais même très important, de mettre d'abord en place un cadre normalisé où justement les droits apparaissent, mais également les devoirs. Et s'il n'y a pas de respect des devoirs, eh bien, on tombe dans les problèmes. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Je vous remercie pour vos propos. Et c'est quand même très dur et très froid d'entendre tous ces chiffres et toutes ces réponses. Ma question, c'est simplement comment on peut comprendre qu'il y a une forme de liberté de ces sujets qui apparaît, et en même temps une montée de conservatisme qui porte à atteinte justement sur ces solutions et sur ces sujets. Est-ce que finalement il n'y aurait pas au fond une forme de déni collectif sur ces réalités tant qu'elles ne sont pas un scandale, tant qu'elles ne le deviennent pas? Merci à vous de cette question. On va aller vers nos invités. Alors, démission collective peut-être sur ce sujet, en fait. On conserve la question en tête sur le masculinisme, et notamment le regard de l'autorité publique, en l'occurrence sur ce sujet. Et aussi la question, bien sûr, en fait, sur l'évolution, sur la massification législative, en quelque sorte. Et puis, je vous laisse avec la question des devoirs de l'enfant. Ah oui, on va essayer de faire des réponses courtes. Sur la partie normative, monsieur, vous avez totalement raison. On a beaucoup de lois qui structurent la protection de l'enfance, mais parmi ces lois, on a certaines mesures qui ne sont pas totalement appliquées. Je vais parler par exemple du projet pour l'enfant, qui est un texte de loi ancien et qui n'est pas une réalité pour les enfants aujourd'hui. Et pourquoi refaire une énième loi? Peut-être parce qu'il faut changer le prisme. Aujourd'hui, on se rend compte que la norme, entre guillemets, c'est le placement d'enfants, quand on va le retirer de sa famille, le placement d'enfants en dehors de la famille. On a en plus des taux de placement qui augmentent de 2% par an, c'est-à-dire qu'en 10 ans, on a plus 20% d'enfants qui ont été placés sous protection des départements, surtout. Et je pense que ce projet de loi, ainsi que celui que j'ai porté il y a quelques semaines pour essayer de donner les mêmes droits aux enfants placés au département et aussi aux enfants qu'on pourrait peut-être plus souvent placer dans la famille élargie, devrait permettre de changer le paradigme. Parce que vous parlez de moyens financiers et humains. Alors, je partage et je ne partage pas. Parce qu'il y a certains départements qui ont les moyens humains et qui n'investissent pas sur la protection de l'enfance. Je peux vous en citer quelques-uns de région parisienne. Et vous en avez d'autres qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui sacrifient les routes pour préserver les enfants. Donc c'est aussi des choix politiques, cette politique est décentralisée, et donc il y a des choix, malheureusement, politiques qui font qu'on soutient plus ou moins ce sujet. Mais une réalité, par contre, est réelle, c'est qu'on a perdu un certain nombre de travailleurs sociaux pour diverses raisons. Le salaire, bien entendu, c'est une réalité, mais également les conditions de travail. La protection de l'enfance, c'est une des rares politiques qui ne soit pas très bien encadrée sur les taux d'encadrement. Quand vous faites une sortie scolaire, on a un taux d'encadrement. Quand vous mettez votre enfant en crèche, vous avez un taux d'encadrement. Quand vous avez des enfants en protection d'enfance, il n'y a pas de taux d'encadrement. Donc vous pouvez avoir un éduc pour 12 enfants. Donc je vous situe, 12 enfants de 6 à 9 ans à gérer pour une seule personne. Bah voilà quoi.
Comment voulez-vous que les travailleurs sociaux aient envie d'y aller? Donc cette protection de l'enfant, vous avez raison, il y a encore beaucoup de lois à déployer, mais parce que les départements ne les mettent pas en place et on a peu de leviers compte tenu de la libre administration des collectivités pour agir. Moi, j'aimerais qu'on puisse, par exemple, conditionner la dotation globale de fonctionnement aux résultats des départements. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais en tout cas, il faut qu'on continue à réfléchir à une protection de l'enfance du XXIe siècle où on ne se dise pas que parce que les parents sont défaillants, les grands-parents sont défaillants, les sœurs sont défaillants, les frères sont défaillants, et que peut-être que si un couple est défaillant, autour, il y a peut-être des gens qui peuvent accueillir ces enfants. Il faut accompagner aussi ceux qui prendront en charge ces enfants. Quand on a déjà 2 enfants, qu'on en récupère 3, ça peut être du logement, ça peut être des véhicules, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours les nourrir, et donc on a besoin de les soutenir aussi financièrement. Il faut qu'on change le prix. Voilà. Alors, je vais peut-être répondre sur la question des libertés versus la montée des conservatismes. Je crois que quand on regarde à l'échelle de l'histoire, c'est pas nouveau ce qu'on est en train de vivre. Quand il y a des avancées, il y a aussi souvent un phénomène de balancier, et parce que je nommais tout à l'heure le backlash. En tout cas, les mouvements féministes et l'avancée des droits des femmes en France, c'est pas un mouvement linéaire en fait. C'est vraiment des moments d'avancée et de recul. Alors moi, j'aime à dire que c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, donc ça fait toujours un pas. Ça, c'est le côté un petit peu optimiste. Mais actuellement, ce qu'on vit, c'est une forme d'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on a dit aux femmes, libérez la parole, on vous croit. Pourquoi vous ne partez pas? 108 000 appels au 3919, c'est un record depuis 2020. 2020, la pandémie, il y avait eu beaucoup d'appels. Aujourd'hui, si on a 108 000 appels au 3919, c'est peut-être que le numéro est mieux connu, qu'on a eu des moyens supplémentaires grâce au Grenelle pour avoir plus d'écoutantes, mais c'est aussi parce qu'il y a des femmes qui se saisissent du fait qu'on ait dit « on vous croit ». La difficulté, c'est que l'injonction paradoxale, c'est qu'on peut les écouter, sauf que la prise en charge ne fonctionne pas. Donc on libère une parole dont on n'est pas en capacité de pouvoir la prendre en charge. Et ça, c'est aussi quelque chose de particulièrement préoccupant pour les femmes. Et puis sur la partie normative, c'est la même chose pour la question des droits des femmes, en fait. On a aujourd'hui un attirail législatif en France qui est plutôt assez complet. Il y a eu quelques avancées, j'en parlais tout à l'heure avec l'IVG, l'inscription du non-consentement dans la loi. Mais globalement, en France, on est plutôt bien doté sur la question de la lutte contre les violences et des droits des femmes. Il y a encore quelques angles morts, évidemment. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la question de la formation des professionnels qui doivent appliquer ces lois, que ce soit des juges, des magistrats, des avocats, les policiers et les gendarmes qui accueillent. On a encore trop de témoignages de femmes qui ne sont pas accueillies correctement. Et puis, c'est ce que je disais, c'est la question de la prévention dès le plus jeune âge. C'est essentiel pour que ces lois soient réellement effectives, que tout un chacun connaisse ses droits. Merci à vous. On poursuit sur cette question. Sur les droits et les devoirs, juste. Que les enfants, puisque c'est mon sujet, les enfants aient des devoirs. Oui, mais comment voulez-vous qu'on leur fasse respecter des devoirs quand leurs droits ne sont pas respectés? Bien sûr. Comment voulez-vous être légitime à leur demander de respecter un certain nombre de devoirs quand ils sont victimes de violences, quand ils sont dans la pauvreté, quand ils n'ont pas accès à certains besoins de première nécessité? Donc, oui, ils devraient avoir des devoirs, mais compte tenu de la situation de leurs droits aujourd'hui en France, attaquons-nous déjà à leurs droits, et quand leurs droits sera respecté, on pourra leur dire qu'ils ont des devoirs. Oui, en France et dans le monde, certainement, oui, bien sûr. On poursuit. On y va. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Alors pour ma part, je me demande si il n'y a pas un oubli. Ce sont tous ces enfants, ces adolescents qu'on dit notamment mineurs non accompagnés, d'une part, et tous ces adolescents qui subissent les demandes de papier, même à 13 ans, par les policiers plusieurs fois par jour. Et quand ils ne les donnent pas, c'est avec la reconnaissance faciale du téléphone du policier aujourd'hui que l'on peut voir qui est le nom, qui est cet enfant. On ne parle pas de ce racisme que subissent les enfants en France. Pour ma part, je travaille avec des enfants handicapés et le racisme qu'ils subissent aussi, si malheureusement ils s'appellent Samy et non pas Pierre, ils n'ont pas le droit d'aller en inclusion avec le même niveau social.
On ne parle pas de ce racisme des enfants à Mayotte parce que leurs parents ne peuvent plus loger où ils ont logé, parce que la France a préempté le social, mais a préempté aussi le sol de Mayotte, et donc les gens ne peuvent plus être logés et les enfants non plus. On ne parle pas de ce racisme ordinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous pour vos allocutions. Alors moi, j'ai écouté avec une grande attention les propos qui avaient été tenus à l'encontre des atteintes à la dignité des enfants. Et j'avais envie de mettre en exergue une certaine, comment dirais-je, omerta sur le sujet. Il y a notamment aussi le sujet des mineurs victimes de prostitution, notamment issus de l'ASE, et avec, je suis désolé de le dire, mais une certaine complicité passive des adultes en charge de leur traitement au sein des ASE. Au sein des ASE, on sait qu'il y a les enfants, ils partent en fait, ils découchent. C'est vraiment, on a des chiffres effarants, je ne les ai pas en tête, je ne voudrais pas avancer des bêtises, mais j'avais envie de savoir est-ce qu'au niveau de l'attirail législative, il y avait la possibilité notamment d'avoir une approche plus répressive vis-à-vis des adultes qui ne protègent pas justement ces enfants et qui sont, par la force des choses, des complices des victimes, des violences que peuvent subir ces enfants. Merci à vous, monsieur. Alors, la question de la prostitution des mineurs a été abordée notamment par vous, madame la députée, madame Perrine Goulet. On va certainement y revenir. Est-ce qu'il y a une autre demande de parole? Oui. Mohamed est juste derrière toi. On va prendre cette demande de parole et on va aller sur les réponses après. Bonjour, merci. Bonjour. Merci pour les précisions, les chiffres. Et moi, j'aimerais poser une question, surtout à la députée. Est-ce qu'il y a des dispositions réglementaires qui sont en cours en ce qui concerne la nutrition, l'alimentation des enfants? Si nous voyons le cas des États-Unis, où il y a un fort taux aujourd'hui de malnutrition, les enfants obèses, et ça crée les cas d'harcèlement. Et aujourd'hui, en France, l'accessibilité au fast-food pour les enfants, ça devient quelque chose de basique. Et on consomme tout, et à tout de champ, il y a une alimentation pour moi qui peut être liée à la dignité. Est-ce qu'il y a des dispositions réglementaires, politiques en ce sens? Merci. Et c'est tout à fait lié à la dignité, monsieur, vous avez raison. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de questions qui se concentrent autour de vous, madame la députée. Néanmoins, n'importe qui, bien sûr, peut prendre la parole sur ce sujet. Alors, je rappelle la question des mineurs non accompagnés, aussi la question du racisme associé aux mineurs non accompagnés, la question de la prostitution des mineurs, vous l'aviez évoqué, vous pourriez y revenir peut-être, et la question de l'alimentation, en fait, à l'instant posée par monsieur. Merci beaucoup à tous et toutes pour ces questions. Pour la partie mineur non accompagné, je ne l'ai pas évoqué en tant que tel parce que pour moi, un mineur accompagné est avant tout un mineur. Donc à partir du moment où il est reconnu mineur et qu'il rentre dans les services de la protection de l'enfance, je ne souhaite pas, moi, faire cette distinction entre mineurs non accompagnés et enfants nés en France, même si vous avez raison, elles sont encore trop faites. Mais c'est pour ça que je n'ai pas utilisé ce terme, parce qu'un mineur, pour moi, en France, est un mineur, qu'il soit accompagné ou pas accompagné. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse bouger au niveau du regard. Mais je comprends votre question parce qu'on l'a tous les jours. Et en plus, on dit que c'est à cause d'eux que la protection de l'enfance ne va pas bien. Et quand on regarde les chiffres, ce n'est pas à cause des arrivées des enfants étrangers sur notre sol. Sur la partie reconnaissance faciale, papier, je crois qu'il y a eu pas mal d'avancées déjà côté force de l'ordre. Bien sûr, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait qui continuent à faire du zèle, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites à ce niveau-là. Sur la partie Mayotte, je n'ai pas très bien compris, mais on pourra y revenir par la suite. Je m'y suis encore rendue l'année dernière. C'est un territoire compliqué où justement on essaye aujourd'hui de redonner, j'allais dire, des terres à ses habitants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'urbanisme en fait pur à Mayotte. Les terres ont été plus ou moins utilisées par certaines personnes, on ne sait pas à qui elles appartiennent, donc il faut aujourd'hui qu'on remette un vrai code de l'urbanisme sur place pour redonner aux habitants propriété de leurs biens. Et ça, c'est vraiment important. Mais si je n'ai pas bien compris la question, n'hésitez pas à revenir. Sur la partie prostitution des enfants, la délégation aux droits des enfants mène actuellement un cycle d'audition sur la partie prostitution des enfants, qui est un fléau, je vous l'ai dit, qui augmente. Vous avez parlé de l'ASE, vous avez raison, 80% des enfants en situation de prostitution viennent de l'ASE. Alors, ce n'est pas parce qu'ils viennent de l'ASE qu'ils sont en situation de prostitution, c'est parce qu'ils
ils ont été, j'avais dit, mis sous protection parce qu'ils étaient déjà victimes de violences avant. Et on sait aujourd'hui que des enfants qui ont été violés dans leur enfance ont une vision de leur corps. Tout à l'heure, je parlais de dignité au niveau de leur corps. Quand vous avez été abusé pendant des années, notamment dans votre famille, eh bien votre corps, il vaut plus rien. Et dans ce cas-là, pourquoi pas l'utiliser pour essayer d'agrémenter votre vie de tous les jours, parce que de toute façon, la dignité corporelle est finie depuis longtemps pour ces enfants-là. C'est pour ça qu'on a autant d'enfants de l'ASE qui se prostituent, parce que malheureusement, on ne les a pas soignés quand ils ont été pris en charge à l'aide sociale à l'enfance. Et c'est le vrai angle mort de la protection de l'enfance, c'est comment on soigne ces enfants pour qu'ils retrouvent la dignité de leur corps et qu'ils ne l'abandonnent pas au premier venu. Et vous me disiez, qu'est-ce qu'il faut faire pour pénaliser l'ASE ? J'allais dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pénaliser les hommes, les clients, qui vont chercher sur des sites ces jeunes filles pour les livrer à la prostitution. S'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas de prostitution. Et aujourd'hui, un foyer de l'enfance, ce n'est pas une prison. Les gens peuvent en sortir. Et je pense que c'est important aussi d'être ainsi. Et si les éducateurs les enferment, de toute façon, elles sortiront à un moment ou à un autre et elles ne reviendront pas. Aujourd'hui, on a quand même des jeunes filles mineures qui se prostituent, qui font des allers-retours. Et tant qu'elles font des allers-retours, on ne les perd pas. Et ça, c'est important, même si ce n'est pas une situation satisfaisante. Mais moi, j'aimerais surtout qu'on se pose la question de tous ces hommes qui utilisent ces jeunes femmes pour assouvir un plaisir sexuel. Le vrai sujet, il est là, comment on pénalise vraiment les clients. Les lois sont là, vous l'avez justement dit tout à l'heure. Mais franchement, le nombre de condamnations sur des clients est quand même très faible dans notre pays. Ça, il faut que ça change. Et rapidement, sur la partie alimentation des enfants, il y a des dispositifs qui ont été mis en place en France et d'autres en Outre-mer, notamment pour, les enfants qui vont à l'école, essayer au moins de leur donner quelque chose à manger quand ils vont à l'école, parce que c'est important pour suivre dans ces moments-là. Donc on a la cantine à 1 € dans les territoires ruraux notamment, qui permettent d'aller à la cantine pour 1 €. Et en Outre-mer, on a les dispositifs de petits déjeuners gratuits qui sont à améliorer. Et d'ailleurs, j'ai fait une mission là-dessus l'année dernière et je vais rendre les conclusions au mois de juin devant les ministres. Parce que sur les petits déjeuners gratuits, on a besoin, à mon avis, de recentrer le dispositif sur les 2 territoires qui ont la plus grande situation de pauvreté dans notre pays, c'est la Guyane et Mayotte, où là, on aurait besoin que chaque jour, la puissance publique amène à manger à ces enfants-là. Vous avez complètement raison. Et après, on a bien entendu tous les dispositifs d'aide alimentaire. C'est aussi un budget que je suis, donc je connais bien le sujet sur l'aide alimentaire. On a mis en place des dispositifs pour les bébés récemment, mais qui sont encore à améliorer, bien entendu. Mais je crois vraiment que là, on a un rôle à jouer au niveau de l'école. Parce que là, on touche quasiment tous les enfants. Et c'est là qu'il faut qu'on investisse cantine à 1 € et petit-déj gratuit dans ces territoires ultramarins qui connaissent une pauvreté très importante des enfants. Et après, Merci à vous. Peut-être, Monsieur Olivier Roussel, vous êtes président du SAMU social sur la question des mineurs non accompagnés. Sur la première intervention sur le racisme, les discriminations, c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte que les enfants des personnes qui sont logées dans des structures qui sont évidemment temporaires, des foyers, des hôtels, des structures médicalisées, que ces enfants puissent être scolarisés. Et effectivement, une partie d'entre eux sont victimes du syndrome enfants de SDF, enfants de sans-papiers. Et il y a un travail qui est fait d'accompagnement pour éviter ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes cumulatifs. C'est-à-dire qu'il y a la question du racisme et la question de la ségrégation sociale et de l'image des sans-abri. Il y a une deuxième question qui est là, pour d'une certaine manière articulée avec la question de la prostitution, c'est qu'une étude vient d'être faite par le SAMU social de Paris sur le logement chez des tiers. Le logement chez des tiers qui est une véritable calamité, puisque tous les gens qui ne peuvent pas se loger, que ce soit des étudiants, des étrangers en attente de régularisation, etc., tombent dans des circuits ou dans des situations d'esclavage moderne. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont logés contre des prestations de toute nature
pour les jeunes filles, ça tourne effectivement assez vite à des agressions sexuelles ou des prises des dominations sexuelles. Et pour les personnes plus âgées, vers des pratiques d'exploitation, d'emprise. Voilà, donc on travaille sur ces questions puisque la plupart des gens qui sont à la rue sont des gens qui sont passés par la case logement chez des tiers. Voilà, et là aussi il y a un travail à faire sur les conditions dans lesquelles les mises en relation se font avec des gens qui sont évidemment très mal intentionnés et qui créent des réflexes de prostitution dans un certain nombre de cas. Merci à vous. J'allais reprendre, voilà, on va reprendre une ou deux questions pour finir. Voilà, merci. On reste dans les questions brèves, bien sûr. Je vais donner le maximum. Merci pour vos différentes interventions. Je souhaitais amener le sujet de la violence faite aux enfants dans un domaine qui est finalement assez banal, au point que c'est peut-être même original de le considérer comme une violence, qui est celui de ce que j'appellerais spontanément une forme d'indifférence éducative. Le sociologue Gérald Bronner, dont je m'excuse de trahir la pensée parce que je n'ai pas suffisamment lu ses travaux, dans son livre « À l'assaut du réel », finalement nous enseigne les conséquences de générations d'enfants qui ont été élevés sans connaître le non, les conséquences que ça a en termes de régulation émotionnelle et tout simplement de rapport au réel, puisqu'ils ne savent pas accepter le fait que leur volonté ne soit pas transformée en une marque imprimée dans le réel. Et je souhaiterais donc savoir comment est-ce que les puissances publiques pourraient agir pour que, face à cette indifférence dans l'éducation des enfants, les parents puissent reprendre leur rôle. C'est finalement quelque chose que chacun peut constater, cette absence du non, par facilité, par lâcheté, et qui fait peser également sur l'éducation nationale, qui porte mal son nom puisqu'elle devrait s'appeler l'instruction nationale, un rôle d'éducation qui n'a pas été pris en charge par les parents. Oui, bonsoir. Moi j'ai une question d'ordre pratique, très pratique. Il se trouve que récemment, dans l'école élémentaire de mes enfants, on s'est rendu compte qu'un enfant dormait en cours. Et de fil en aiguille, avec l'assistante sociale, on s'est rendu compte qu'avec sa mère, ils étaient à la rue, qu'en fait ils profitaient d'une église jusqu'à ce qu'elle ferme à 10h le soir et qu'après, ils faisaient comme ils pouvaient jusqu'à ce qu'elle réouvre à 6h du matin. Et on s'est mobilisés, tous les parents se sont bougés et on a contacté RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, qui était le seul porte d'entrée qu'on avait finalement. Et le système de prise en charge s'est mis en place. Sauf que ce système de prise en charge, c'est qu'elle a été à l'hôtel, cette maman, avec son enfant, ses 2 enfants, mais à 3 heures de l'école. Et puis ça a été pendant 2 jours à cet hôtel-là. Et puis encore pendant 3 jours à un autre hôtel, mais elle avait été dans le nord, elle a été baladée dans le sud. Et ça a duré comme ça pendant 6 mois quasiment. Jusqu'à ce qu'elle ait pendant 2 semaines, dans le 11e, une place dans un gymnase. Et puis ça a continué comme ça, non-stop. Jusqu'à ce que finalement on la perde, cette maman, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Et en fait, ma question c'est, comment ça se fait que c'est aussi désorganisé ? Vraiment, en fait. Parce que c'était que des gens de bonne volonté, beaucoup de gens qui étaient extrêmement exténués de tout ce qu'ils donnaient, beaucoup qui étaient presque résignés. Je me souviens de ces gens qui étaient à la mairie du 19e et qui nous disaient on ne peut pas faire autrement, c'est déjà bien qu'elle ait ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit un peu moins bordélique ? Merci pour cette question. Alors 2 questions. La première, c'est comment donc permettre à des parents d'endosser le rôle de parent, en fait, ce que monsieur vous appeliez l'indifférence éducative. Et cette deuxième question, comment se fait-il que tout cela soit si mal organisé de la part de notre caméraman ? On y va.
Alors en fait, c'est pas désorganisé, c'est même l'inverse. C'est que le système, compte tenu de l'afflux de demandes, j'ai cité des chiffres tout à l'heure, le 115, quand je suis arrivé il y a 3 mois, j'ai fait l'écoutant du 115. Dans la journée, il y avait 7000 appels, 800 ont pu être décrochés, et pour ces 800, il y a un quart pour lesquels il y a une solution. Et donc le système d'affectation, c'est que tous les jours, c'est un peu comme à la foire d'Empoigne ou à la bourse, tous les jours, à partir de 6 heures du matin, on appelle et on demande effectivement une nuitée, une chambre, en sachant que ce sont des systèmes d'urgence et donc ce sont des systèmes temporaires. Donc en fonction des demandes, eh bien, ces places sont occupées, mais elles le sont pour des périodes qui sont des périodes courtes. Pourquoi ? Parce que si on reste au-delà de la période courte, on ne part plus et on embolise un système d'urgence qui est un système en amont. C'est-à-dire que c'est un système qui est temporaire pour accéder ensuite à la deuxième étape qui est un logement de plus longue durée. Sauf que ce logement de plus longue durée, on le voit avec le phénomène de Dallot, il est totalement embolisé en région parisienne, en particulier à Paris. Donc à Paris, il y a une sursaturation, et donc ceux qui rentrent dans le circuit, eh bien, ils prennent des places qui se libèrent, et ces places, elles se libèrent pour des périodes qui sont limitées, sinon elles deviennent des places permanentes, et elles ne permettent plus de régler des situations d'urgence. Or, ce que je disais tout à l'heure de la jurisprudence et de son caractère effectivement un peu inhumain, c'est que si c'est un combat de détresse, c'est-à-dire qu'on vous dit je peux dans les 24 heures vous donner quelque chose, mais prouvez-moi que vous êtes dans une situation de détresse pire que ceux qui actuellement occupent le système. C'est-à-dire que vous pouvez être prioritaire quelque temps parce que vous avez des enfants, parce que voilà, mais vous perdez votre rang en fonction des nouveaux entrants. C'est le côté terrible de la chose en matière de dignité, puisque vous pouvez perdre un logement temporaire et vous retrouver à la rue. C'est une question de saturation du... Donc la réponse, quand le maire dit « je veux créer 4000 places », à Paris, oui, c'est urgent d'avoir 4000 places. L'État le fait, il le fait dans des périodes particulières qui sont les périodes d'hiver ou d'été. Il y a le plan grand froid, où là, effectivement, on casse tout le monde dans des situations qui sont temporaires, gymnase, réquisition de structures publiques, mairie de Paris, l'hôtel de région de la préfecture de région a accueilli des femmes en situation de détresse, mais c'est un droit qui est un droit fragile. C'est toute la difficulté et c'est toute la nécessité de multiplier ces places. En sachant qu'à Paris, il y a de nombreux logements qui sont inoccupés pour des raisons que vous connaissez, la spéculation, les résidences secondaires, les Airbnb, etc. Et il manque probablement entre 30 et 100 000 places selon les critères que l'on met, que l'on retient. Voilà. Madame Pierrine Goulet, oui, bien sûr. Sur la partie des parents avec le nom, effectivement, on a eu une poussée d'une certaine vision, notamment, bien emmenée par les réseaux sociaux, de certaines personnes qui disaient qu'il ne faut pas du tout dire non aux enfants. Bon, quand on regarde ce qui est la réalité, c'est que de toute façon, le non, c'est un âge par lequel les enfants passent forcément, que quand on leur dit non, ils font des crises, et comme je disais tout à l'heure, malheureusement, la société n'accepte plus les crises des enfants. Vous n'acceptez plus qu'un enfant pleure, crie parce qu'il n'est pas content, alors qu'avant il était accepté. Donc effectivement, les parents sont en difficulté. Ils ont plutôt tendance à pas dire non ou à donner le téléphone pour être en paix, mais parce que la société aussi leur fait cette injonction. Donc il est important, de rappeler que si on peut interdire et dire non aux enfants, ce qui est interdit pour le coup, c'est de les violenter, de leur mettre des fessées, des claques et de les rabaisser. Ça, c'est interdit, mais les punir, les isoler quand ils font une crise et discuter avec eux, le non est autorisé dans notre pays. Il faut qu'on le redise aux parents. Mais là, vous avez raison,
être parent aujourd'hui, c'était un peu la conclusion que j'avais tout à l'heure, être parent aujourd'hui, c'est compliqué. Le regard de notre société vis-à-vis des parents et des enfants est compliqué. Et il faut qu'on accompagne mieux les parents. La haute commissaire le disait tout à l'heure, mais moi je comprends les jeunes femmes aujourd'hui qui ne veulent pas avoir d'enfants. On se pose la question, mais aujourd'hui, quand on vous dit vous ne pouvez pas aller à l'hôtel, hôtel adulte only, vous ne pouvez pas prendre le train en première classe, que c'est réservé aux gens qui bossent, vous ne pouvez pas aller chez le médecin aux horaires où il y a des autres personnes parce que vous êtes regardé de travers. Dire, à un moment, comment voulez-vous qu'on accompagne les parents? Être parent aujourd'hui, c'est compliqué. La société a un regard vers les parents qui est difficile parce qu'on n'accepte plus les enfants. Et ce sont vraiment des dispositifs qui se généralisent? Ben bien sûr. Enfin, vous l'avez tous vu. Enfin, combien, quand vous réservez vos vacances, il y a écrit « Adult Only ». Là, la SNCF, j'ai envoyé un courrier. On ne peut pas avoir des trains réservés aux businessmen. Pourquoi on ne remet pas plutôt les wagons que j'ai connus quand moi j'étais toute petite? On avait des wagons avec des espaces jeux pour enfants. Plutôt qu'écarter les enfants, créons les dispositifs pour que les enfants puissent s'épanouir dans les transports, dans les avions. Je sais pas, quand vous prenez l'avion, est-ce que vous avez déjà vu cette maman qui passe tout le voyage à faire des allers-retours dans l'allée centrale pour pas que le petit il hurle? Enfin, aujourd'hui, comment on veut accompagner des parents quand notre société est aussi malveillante avec ses enfants? Donc, on peut dire non, il faut dire non, c'est important pour la construction des enfants, mais regardons surtout quelle société on est en train de mettre en place. Elle le disait tout à l'heure, une société se regarde à la manière dont on gère ses enfants. Certes, on est une société vieillissante, mais franchement, ça ne va pas s'arranger si on continue à traiter nos enfants tels qu'on le traite dans notre pays. Merci à vous. Je vais accorder le mot de la fin à vous, Madame Minet Gounbaye. Non, simplement sur la question du non, on pourrait quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de tous ces enfants qui disent non et qui pour autant sont violentés, parce que je pense que la vraie question c'est celle-ci. Aujourd'hui, on a effectivement une tendance à vouloir remettre la question de l'autorité, et à juste titre, de poser les noms, sauf qu'aujourd'hui la réalité c'est que l'espace le plus dangereux pour les femmes et les enfants, c'est la maison. On nous a éduqués avec l'idée que quand on est une fille, il faut faire attention dans l'espace public, dans les transports régulièrement. 100% des Parisiennes le disent, elles sont embêtées dans les transports, certes, mais aujourd'hui, l'espace, et c'est encore une fois des données qui le disent, l'espace le plus dangereux pour les femmes et les enfants, ça reste la maison. Alors désolé pour le mot de la fin, il n'est peut-être pas forcément très optimiste, mais voilà, je pense que c'est important quand même. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de déni. Je pense que le premier déni, c'est chacune et chacun d'entre nous. Voilà, autour de nous, chacune d'entre nous, nous avons des gens autour de nous qui ont été victimes de violences sexistes ou sexuelles ou de violences au sein du couple. Et la réalité, c'est celle-ci, c'est d'accepter de regarder la réalité et non pas d'être dans des postures victimaires. Il y a des victimes et il faut les reconnaître, mais qu'est-ce qu'on fait en tant que société face à la réalité de ces chiffres? On peut décider de ne pas vouloir les voir, sauf que, eh bien, de toute manière, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Donc je pense qu'il faut écouter aussi le nom de ces femmes et de ces enfants qui sont victimes de violences. Bien sûr, c'est parce que nous décidons ensemble d'essayer d'affronter en fait ces mots MAUX que nous vous avons reçus, et c'est comme ça que nous avançons tous ensemble. Merci encore infiniment à vous de votre présence parmi nous ce soir. Et le vrai mot de la fin, vous l'imaginez bien, c'est au grand maître du Grand Orient de France que je l'accorde. Et j'invite M. Pierre Bertinotti à me rejoindre. Mes très chères sœurs, mes très chers frères conseillers de l'ordre et anciens grands maîtres, mes très chères sœurs, mes très chers frères, mesdames, messieurs, au moment de clore cette conférence consacrée donc aux atteintes à la dignité humaine, je veux avant tout vous adresser mes plus sincères remerciements à celles et ceux qui ont nourri par notre réflexion, par votre réflexion, la richesse de vos interventions qui ont nourri notre réflexion et qui nous ont permis de mieux comprendre et de mieux délimiter ce sujet finalement sans limite et sans fond des atteintes à la dignité humaine. À nos intervenants,
à Perrine Goulet, à Olivier Roussel, à Miné Gounbaye et à notre haute commissaire Sarah El Haïry, je veux ici exprimer tout particulièrement notre gratitude pour leurs analyses, leur engagement et la hauteur de vue dont ils ont fait preuve face à des situations totalement intolérables. Par leurs paroles, ils ont contribué à éclairer les multiples dimensions d'un sujet aussi complexe qu'essentiel. Permettez-moi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mesdames, messieurs, de revenir en quelques mots sur le sens profond de nos échanges et sur l'horizon qui doit continuer de guider notre engagement. Il n'est pas inutile en préambule de rappeler que notre obédience s'est de tout temps intéressée à la question de la dignité humaine. Dès les origines de la franc-maçonnerie spéculative, cette préoccupation était déjà au cœur de notre réflexion. Ainsi, le chevalier de Ramsay, dans son célèbre discours fondateur, évoquait sous ce titre volontairement explicite, « Amour de l'humanité en général », cette idée essentielle. Il évoquait donc cette idée essentielle, celle de la dignité dont sont revêtus tous les êtres humains. Oui, il y a près de 290 ans, la question des atteintes à la dignité humaine était déjà posée avec une lucidité qui force encore aujourd'hui notre respect. Ce rappel n'est pas un simple exercice de mémoire, il témoigne d'une permanence, celle d'un idéal qui traverse les siècles, celle d'un combat jamais achevé. Car si les formes d'atteinte à la dignité humaine évoluent, leur réalité, hélas, demeure. Elle se manifeste dans les discriminations, dans les exclusions, dans les violences visibles ou invisibles, dans les atteintes aux droits fondamentaux, mais aussi dans les silences et les indifférences qui les rendent possibles. Justement, c'est dans le cadre du cycle « La refondation du pacte social » que cette conférence se tient ce soir. Car les atteintes à la dignité humaine que nous avons évoquées ne sont pas seulement des dérives ponctuelles. Elles révèlent une fragilisation plus profonde de notre vivre ensemble. Lorsqu'une société tolère que certains de ses membres soient relégués, invisibilisés ou privés de leurs droits essentiels, c'est son pacte social lui-même qui vacille. Dès lors, défendre la dignité humaine ne saurait se limiter à réparer les injustices. C'est aussi œuvrer à une véritable refondation du pacte social. Un pacte renouvelé, fondé sur l'égale reconnaissance de toutes et de tous, sur la primauté des droits humains, sur la solidarité proclamée, sur la solidarité concrète, plutôt que proclamée. Un pacte où la dignité n'est pas une promesse abstraite, mais une réalité vécue. Face à cela, les idéaux du Grand Orient de France demeurent intacts. Ils sont tout entiers tournés vers la dignité humaine sous toutes ses formes. La dignité de la personne, bien sûr, mais aussi celle qui s'attache à la liberté de conscience, à l'égalité des droits, à la justice sociale, à la reconnaissance pleine et entière de l'autre dans son humanité irréductible. Ces idéaux ne sont pas des abstractions, ils sont des exigences. Ils appellent à l'action, à la vigilance, à l'engagement. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, mesdames, messieurs, la dignité humaine n'est jamais acquise. Elle se conquiert, se défend, se transmet. Elle constitue le socle de toute société juste et fraternelle. À nous de faire en sorte que ce socle ne soit jamais ébranlé, que cette conférence ne soit pas une fin, mais un point de départ, que les réflexions qu'elle a suscitées se prolongent dans nos actions, dans nos engagements quotidiens, dans notre volonté commune de bâtir un monde plus digne, plus juste, plus humain. J'ai dit.